Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Ouais bon, ça va, on sait maintenant quoi. Non, moi j'ai toujours des doutes. Je sais toujours pas. Je veux que tu me le dises toutes les 2 Bon semaines. bah ok, c'est comme la confiture, voilà. Bon, on en a plus, on l'étale. Ah, c'est ça. Hein. D'accord. Et de quoi allons-nous parler du coup aujourd'hui, Guillaume? Et ben on va tourner autour de la religion, j'ai l'impression, puisqu'on va aller se balader du côté du Bhoutan. Mhm. Et puis après, on va parler d'un homme assez religieux. Mystère, mystère. Mystère, Tu mystère. m'as dit son nom, ça ne me dit absolument Ferdinand rien. de Mara. Voilà, toujours pas. Et donc on fait péter nos miles et on part Ah, on au, parle au nord bout du monde. au nord de l'Inde. Oui, à l'autre bout du monde. Parce que j'ai décidé aujourd'hui que l'actualité étant ce qu'elle est, on allait laisser un petit peu de côté les pyramides de crâne et ne parler ni de guerre, ni d'épidémie, ni de maîtres charlatans ou de gourous. On va se donner la main. On va se donner la main et on va parler de bonheur, du pays du bonheur même. D'accord, ça a l'air chouette comme destination. Ça a l'air pas mal, hein, donc on va parler du pays de Candy. Ah, bah, c'est le Sri Lanka ça. Ah bon? Il y a une ville qui s'appelle Kandy au Sri Lanka. Ah ouais, voilà. Je t'avoue qu'en écrivant le truc, ça m'est revenu comme ça, le pays de Candy. Je me souviens pas du tout de ce que c'est censé être, le pays de Candy. L'Autriche-Hongrie, peut-être? Ah, ouais, je pense que c'est un fantasme japonais de l'Europe du 19e, gloubi-boulguesque un peu. Ouais. Donc, bon, on va parler, pas du pays de Candy, mais du pays du dragon de tonnerre, D'accord. le Drukyul, Ouh. que l'on connaît plus sous le nom de Bhoutan. Donc. C'est aussi le nom du dragon? Non, Bhoutan, ça veut dire bout du Tibet, extrémité du Tibet. D'accord. Et c'est comme ça que les Anglais au 19e siècle ont appelé le pays, et puis c'est comme ça que ça s'est répandu dans le monde. Mais pour les Bhoutanais, c'est le Drukyul, la terre du dragon de tonnerre. Ouais, parce que c'est bizarre de se définir comme « Ouais, nous, on a un bout de truc. Non, pas extrémité du Tibet, tu vois. Parce que c'est les hauts plateaux du Tibet, ça descend vers l'Inde, et c'est Mhm. juste à la frontière entre le Tibet, là. Enfin, entre la Chine et l'Inde. Oui, Attention. attention, on va se faire cancel. Et donc, le dragon de tonnerre, alors je vais expliquer un petit peu pourquoi, mais sur le drapeau du Bhoutan, t'as le dragon qui tient des joyaux dans ses mains, donc ça fait un peu Dragon Ball Z, tu vois, parce Oui. que les joyaux, ils sont ronds. Les boules de cristal, quoi. Voilà. C'est le Druk, le dragon de tonnerre. C'est classe. C'est chiant pour dessiner ton drapeau quand t'es gamin et que tu Ouais. veux faire des trucs, mais c'est classe. Mais c'est classe, le dragon de tonnerre, quoi. Tu vois, pas mal. Bon, pour ceux qui jouent pas à Wordle, Oui, c'est comme Wordle, mais avec la forme des pays. je sais. Ah bon, tu joues Ouais, et c'est difficile en Afrique. Ah, il y a 2 jours, il y avait une île au milieu du Pacifique. Ah, les îles Vierges. Ouais, le truc en U, là. Impossible à trouver. Et donc, enfin, bref, qui passent pas leur journée sur Google Maps, quoi. Le Bhoutan, donc, ça se trouve, comme tu l'as dit, au nord de l'Inde, enfin, entre l'Inde et la Chine, dans l'Himalaya. C'est un pays qui est un poil plus petit que la Suisse et un quart de poil plus grand que les Pays-Bas. Pour te... D'accord. En gros, c'est un peu plus petit que la Suisse, c'est aussi dans les montagnes, et ils ont de l'or. Non. Non. Ils ont pas d'or nazi. Ah, Ils ont pas joué le côté... secret bancaire des montagnes, quoi. Ouais. Mais ils sont plutôt neutres, hein, aussi. D'accord. Mais bon. Mais je savais pas que la Suisse était plus grand que les Pays-Bas, tu vois, par exemple. Et les Pays-Bas, c'est grand comme Los Angeles. Mais c'est petit, hein. Ouais, c'est petit. Donc le Bhoutan est plus grand que Los Angeles, ce qui est quand même... C'est quand même... c'est pas mal. Est-ce qu'il y a plus d'habitants qu'à Los Angeles? Alors justement, j'allais parler d'habitants un peu plus tard. Rien à voir avec Harry. Enfin bref. Non, il est cancel. Hop, on n'a rien dit. On va parler un peu plus tard du nombre d'habitants. Bon, on va continuer un peu sur la géographie d'abord. Donc, c'est à l'est du Népal, plus ou moins. Alors, ça touche pas le Népal, mais c'est à l'est du Népal. Ça a une certaine importance. C'est pas très loin du Bangladesh non plus. Donc, tu en auras déduit que le Bhoutan n'a pas d'accès à la mer. Oui. Hein. Mais, Comme la Suisse. Comme la Suisse. Et comme la Suisse, elle présente un léger dénivelé de 7473 mètres entre le 97 mètres, l'endroit le plus bas, et le Genkar Puensum, 7570 mètres, qui est le plus haut sommet vierge du monde. D'accord. Personne ne l'a jamais escaladé. Parce qu'il est relou ou juste parce qu'en fait, il y a 40 sommets pareils autour dans l'Himalaya? Alors, il y a beaucoup de sommets pareils dans l'Himalaya, mais bon, tu vois, genre un sommet vierge, il y a toujours un mec qui est content d'être le premier, quoi. Oui.
Il y a quand même 4 expéditions qui ont tenté l'ascension dans les années 80 sans succès. Alors à chaque fois, parce que bon, il y a une tempête, il y a un truc et tout, c'est comme pas facile. Et puis en 94, le Bhoutan a interdit l'ascension des sommets de plus de 6000 mètres parce que il a décrété qu'ils étaient sacrés. D'accord. Et en 2003, a interdit l'alpinisme. Parce que voilà. C'est fini. Et du coup, tu crois que quand un alpiniste fait un attentat suicide, il est récompensé de 70 sommets vierges? Peut-être. Faudra demander. On peut plus lui demander, mais au mec qui s'est craché avec son avion sur un sommet. Ouais, ils ont décidé d'arrêter l'alpinisme parce que. Alors, déjà, c'est un peu un sport à la con quand même. Parce que. Enfin, c'est dangereux. Oui. Hein? Après, il y a d'autres sports qui sont dangereux. Oui, mais enfin, celui-là, moi, je le trouve particulièrement. Il y a quand même régulièrement des gens qui meurent, beaucoup plus qu'au tennis, tu vois, par exemple. Et puis, c'est basé sur des conceptions que je trouve un peu liées à qui est-ce qui est la plus grosse, c'est moi qui suis monté le plus haut, etc. Et C'est le principe du sport. Ouais, mais là, pour le coup, tu vois, c'est vraiment, tu montes sur le plus haut endroit possible, quoi. On va le voir, au Bhoutan, ils sont pas trop dans les expressions de masculinité toxique comme ça. Donc, non. Vous n'allez pas faire de l'alpinisme, ça serait plus simple. Pas de spéléo non plus, c'est interdit. Je sais pas s'il y a des gouffres dans l'Himalaya, peut-être. Bon, j'imagine, dans des formations rocheuses, tu dois avoir des grottes et des trucs comme ça. Oui, c'est pas faux. Et dans Tintin, en tout cas... Il y a plein de grottes et de crevasses, c'est vrai. Et pour finir sur ces considérations géographiques, on va préciser que le pays est recouvert à 70% de forêt, qu'il a que 2% de terres arables, et donc qui contient 788 000 habitants, soit un peu plus que le Luxembourg, mais moins que Trinité et Tobago. Et moins que Los Angeles. Et moins que Los Angeles. Du coup. Et moins que Paris, même. Oui. Enfin, bref, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Alors, j'ai pas noté la densité de population, mais elle est faible. Oui. Bon, mais donc, en dehors du cercle des alpinistes en colère, le pays est connu pour son bonheur national brut. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Je crois que j'ai déjà entendu l'expression. Un indice que le gouvernement bhoutanais a créé pour mesurer le bonheur de sa population et pour guider ses politiques publiques en faveur de l'augmentation de ce bonheur. Ça peut aller vraiment dans les deux sens, cette histoire. C'est vrai. Parce que, tu vois, c'est un truc que tu pourrais imaginer le gouvernement de Staline faire. On va voir à la fin qu'il y a quelques critiques qui sont... Bon, discutable, hein, comme toutes les critiques. Mais bon, non, je vous rassure, j'ai dit pas de massacre. Enfin, pas trop. Pas trop. Donc, ça va. Bon, mais alors, avant de rentrer dans des considérations statistico-anthropologiques sur ce qu'est le bonheur et comment on l'augmente, et voir à quel point parler de bonheur national brut, ça peut être problématique ou pas, on va pas faire un petit peu de contexte, hein, quand même. Un petit peu. Alors, tu me connais. Au néolithique, il y a personne. Enfin, on sait pas, en fait, les plus vieilles traces archéologiques, elles datent de 2000 ans avant Jésus-Christ, et on considère que le pays a été peuplé entre moins 500 et moins 600 par l'ethnie Monpa. D'accord. Qui est une espèce de peuple nomade, alors maintenant un peu moins nomade, mais de l'Himalaya, qui nous a donné le 6e Dalai Lama, par exemple, dont tu nous as parlé dans l'épisode 70. Oui, exactement. Celui qui est qui est juste après le grand. Ouais, on va parler du grand. Mais il me semble que de toute façon, ils ont trouvé pas mal de Dalai Lama. Enfin... Oh, c'est large, hein, le champ de recherche du Dalai Lama. Et puis, les Monpas, ils sont quand même un peu nomades, donc de toute façon... Et puis, on va voir que dans l'histoire, la différence entre le Bhoutan et le Tibet est faible. Au 7e siècle de notre ère, le bouddhisme arrive au Bhoutan, avec les Tibétains, donc. Et notamment Songtsen Gampo, qui est le premier roi religieux du Tibet, qui va fonder quelques monastères au Bhoutan. Un siècle plus tard, à la louche, parce que c'est un mec qui est censé avoir vécu 600 ans, donc bon. Oui, bon. Un peu plus même, 1000 ans, je crois. Bref. Un siècle plus tard, à la louche, Padma Sambhava, le précieux maître Guru Rinpoche, le second Bouddha, le fondateur du Vajrayana, le bouddhisme tantrique tibétain, s'arrête au Bhoutan, dans sa route vers le Tibet, puisqu'il vient d'Inde, quand même. Et ils fondent des monastères et des temples à chaque fois qu'ils s'arrêtent pour pisser, plus ou moins. C'est ça fleurit derrière lui. Voilà. Souvent en haut d'une falaise, quand même. C'est pas forcément ultra pratique. C'est pas pratique, mais c'est classe. Mais c'est assez classe. Et le Bhoutan a pas mal de monastères assez classe. À un moment, il faut creuser des falaises. Ouais, mais au moins t'as de la roche, quoi. Tu peux construire des murs.
Donc le pays devient presque entièrement bouddhiste, mais la guerre, toujours la guerre, pendant 8 siècles, en gros. Hein, les seigneurs locaux font ce que font tous les seigneurs locaux de partout, ils se foutent sur la gueule. Au grand pacificateur. Jusqu'au grand pacificateur, qui va arriver au début du XVIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, au Tibet, on est en plein dans l'espèce de guerre civile aussi entre les Gelug, les bonnets jaunes du Dalai Lama, et les écoles Nyingma, Sakya et Kagyu, les bonnets rouges, qui donc sont pas d'accord pour des histoires vagues de credo et surtout de territoire et de pouvoir. Ou surtout. Ouais. Et des histoires de tantrisme et des histoires de est-ce qu'il faut profiter de la vie et des choses comme ça, je crois. Ouais, voilà, chacune des écoles se concentre sur un truc et tout. Les Kagyu, c'était les plus puissants, ils se sont fait virer par les Gelug, globalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tout ça sur le regard attentif des Mongols et des Chinois, on en avait parlé, hein, qui, sont voisins, donc se mêlent un petit peu de ce qui les regarde pas. Et qui se gênent pas aussi pour jeter de l'huile sur l'océan de sagesse, quoi, finalement. Et donc, en ce début de... Océan de sagesse, enfin bref, on a expliqué. Ouais. Le Dalai Lama, c'est quand même, il est un peu vénère au début, quoi. Oui, mais que Océan de sagesse, c'est un titre mongol. Mais... Donc, en ce début de XVIIe siècle, quelques années avant l'avènement du Grand Cinquième, d'ailleurs, Dalai Lama, Lobsang Gyatso, l'école des dragons, la Drukpa, qui est une sous-école des Kagyu, cherche son 5e Gyalwang Drukpa, dragon victorieux, après la mort du 4e, qui en plus était omniscient. C'est pas mal. Mais il savait pas qu'il allait mourir. Bah si, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Puis de toute façon, il sait qu'il va se réincarner. Oui, donc, mais sauf qu'il il sait pas où, il a pas dit en qui il allait se réincarner, mais par chance, on trouve la réincarnation du Gyalwang Drukpa dans le jeune Ngawang Namgyal, qui se trouve, par hasard, hein, le plus pur des hasards, être un descendant du fondateur de l'école Drukpa et le 18e abbé du monastère de Ralung, siège de l'école et capitale de la région, quoi. Voilà. Bon. Le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Voilà. Malheureusement, sa réincarnation est un peu contestée par un autre monastère et un deuxième Gyalwang Drukpa est couronné, qui se trouve aussi être un abbé, mais d'un autre monastère. Vraiment par hasard. Hein. C'est un autre monastère qui est soutenu par une autre école, enfin d'autres Tibétains. Bref, c'est un peu compliqué. Mais ils sont pas d'accord sur des points très fondamentaux, j'imagine. Déjà, ils sont pas d'accord sur qui est la réincarnation du mec, de l'omniscient, quoi. Oui. Et il se trouve que le concurrent de Ngawang Namgyal, alors désolé pour ma prononciation du tibétain, elle est très mauvaise, mais bref, son concurrent a le soutien de la famille royale du Tibet et qui est sur le point de se faire renverser, mais qui pour l'instant n'est pas encore renversé, et donc notre cher Ngawang est obligé de fuir Ralung et le Tibet. Donc il prend ses clics, ses claques, ses moines et ses soldats, et il descend vers le Bhoutan. Parce qu'il a eu une vision où les dieux protecteurs du Bhoutan lui ont dit « Mais viens, on t'accueille. » C'est quand même cool ici. Bon, voilà. Il y a 2% de terre arable, mais on a des falaises. Voilà. Je suis pas sûr que Tibet, il y en ait beaucoup des terres arabes, mais... voilà. Pratique, vision et tout, donc il y va. Il se trouve qu'il est particulièrement charismatique, et donc tout le monde une partie de son école le suit. Il est charismatique, mais pas au point de devenir le chef quand même. Alors j'ai lu quelque part qu'il était trop charismatique et que du coup c'est pour ça qu'on lui a contesté sa réincarnation et tout, parce qu'on avait peur qu'il prenne trop de place au Tibet. D'accord. Alors j'ai lu quelque part une source bhoutanaise, hein, parce qu'on va voir que c'est un peu le héros national. Bon, de toute façon avec ces mecs-là on sait jamais trop, quoi. En tout cas, en une dizaine d'années, Ngawang Namgyal, il arrive à unifier les grandes familles du Bhoutan et en pratique, il fonde le Drukyul, le pays du dragon de tonnerre, dont le nom est basé sur Drukpa, l'école du dragon de tonnerre. Hein. Et il va diriger le pays en tant que Zabdrung, Dharmaraja, le roi sage, hein, celui devant lequel on se soumet. D'accord. C'est un moine, mais bon. Faut pas déconner. C'est bien si on se soumettait. C'est un moine niveau 16. Donc, quand il te fait la paume qui fait mal, là, il te défonce. Et pour se protéger des attaques des armées tibéto-mongoles du 5e Dalai Lama, qui entre-temps a pris le pouvoir, hein, il va construire une série de dzongs, qui sont des monastères-forteresses,
assez typique de la région, hein, un peu comme Lhasa en fait, mais en plus petit, qui va placer à des endroits stratégiques, plus stratégiques que le haut des falaises, par exemple l'entrée des vallées, ou le milieu des vallées, histoire de les protéger. Et donc, il fait bien en plus, hein, parce que les Tibétains, ils vont quand même tenter d'envahir le pays 5 fois, entre 1627 et 1643, et échouer à chaque fois. Bah, vu que le pays s'appelle le bout de chez nous. Oui, non, ils le veulent. Tu peux comprendre. Ils le veulent. Après, donc, de par sa position géographique, comme en fait, il est à moitié sur les contreforts de l'Himalaya, il est un peu protégé du Tibet par les grands pics vierges. Et au sud, il est protégé par la jungle. D'accord. Donc en fait, c'est dur d'arriver jusqu'au Bhoutan. Mais c'est pas un peu quand même une terre irrédente? Bah, du Tibet... Du point de vue tibétain? Pas vraiment, parce que donc après 1643, ils ont compris quoi. D'accord. Genre non, on va pas y aller. Et le Bhoutan se ferme en fait grâce à la série de Dzong, là, les monastères forteresses. Ils contrôlent toutes les entrées et ils se ferment complètement à l'extérieur. D'accord. Quand t'as 2% de terre arable, je sais pas si c'est la meilleure idée. En même temps, il n'y a pas grand monde, donc ça va, tu vois. Build the wall, quoi. Ouais, un petit peu. Sauf qu'il fait 7000 mètres, quoi. Et en fait, il y a des cols qui, paraît-il, sont assez accessibles, mais donc du coup, il suffit de foutre une forteresse au milieu, quoi. Et puis voilà. Bon, pour le seconder dans sa tâche, parce que, bon, à la base, il est moine, hein, quand même, donc il faut qu'il fasse des trucs de moine. Gouverner, faire la guerre, tout ça, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire atteindre le nirvana. Et puis, c'est la réincarnation d'un lama omniscient, donc, tu vois, il a des trucs à faire, quand même. Pour pouvoir se dégager un peu du temps, Ngawang Namgyal va créer le poste de Gekempo, qui est genre l'abbé supérieur du réseau de forteresses monastères, et le poste de Druk Desi, qui est donc le régent du dragon de tonnerre, qui va se charger des affaires laïques, plus banales, pendant que l'autre se charge des affaires religieuses. De toute façon, il y a une loi qui dit que chaque famille est obligée d'envoyer au moins un garçon dans les monastères. Donc les monastères gèrent quand même pas mal le truc. Mais donc on a la mise en place d'un pouvoir bicéphale où il y a donc le chef des religieux et le chef des laïcs, mais qui travaillent ensemble, quoi. Le Druk Desi étant élu pour 3 ans, alors pas au suffrage universel, mais il est élu. À la mort de... Par le chef religieux. Par les religieux et les chefs, enfin les seigneurs, quoi. Qui se mêlent un petit peu. Hein. De toute façon, comme toutes les familles, même les familles de seigneurs envoient des... Oui, à la fin, et puis, vu qu'ils sont 5... Ouais, aussi. Donc, c'est un peu comme à Strasbourg la dernière fois, quoi. L'évêque, c'est un fils de noble, quoi. Bref, à la mort de Ngawang Namgyal en 1651, le Gekempo et le Druk Desi de l'époque se disent que ça serait quand même dommage de perdre cette belle unité nationale là qu'on vient de créer. Et donc, ils vont cacher la mort du fondateur du Bhoutan pendant 54 ans. En disant qu'il est comme le 5e. Mais plus longtemps. Mais de la même façon, ils disent non, mais il est en retraite, il a fait vœu de silence et tout, il médite dans une grotte. Mais regardez, il a signé mon papier. Donc c'est bon, je peux continuer. Et puis à moi, il me parle de temps en temps. Voilà, c'est ça. Moi, il me parle un peu et tout. Sauf que, bon, ça marche un certain temps, ce truc-là, quand Ngawang Namgyal est censé avoir 120 ans ou 119 ans, je sais plus. On commence à poser un petit peu des questions quand même, à dire, mais vous êtes sûr qu'il parle encore? Qu'il n'est pas juste tout sec? On a beau être sage omniscient, on n'est pas immortel non plus. Hein. Le Gekempo et le Druk Desi sont donc obligés d'admettre que le fondateur du Bhoutan est mort et donc de se lancer dans la recherche de sa réincarnation, la réincarnation du dragon victorieux. Du coup, il a 55 ans. Ouais. Alors, en fait, histoire que la réincarnation du Zabdrung Rinpoche soit pas trop puissant, ils vont déclarer qu'en fait, son âme était tellement grosse qu'elle a pas pu tellement puissante, je sais pas, qu'elle a pas pu se réincarner en un seul homme. Donc en fait, elle serait l'esprit, la langue et le corps, enfin la voix et le corps du fondateur de Ngawang Namgyal se sont réincarnés dans 3 corps différents. Oui. Donc t'as la réincarnation. Sinon, ce serait trop pour un seul homme. Voilà, c'est ça. Il pourra pas. Il brillerait de 1000 feux tout le temps, on pourra pas le regarder, ça serait quand même dommage. Voilà, bon. C'est une façon de garder le pouvoir comme une autre, hein. Pas de bol, la réincarnation du corps, par exemple, elle va disparaître hyper vite. La réincarnation de l'esprit, je crois qu'il y en a encore une, mais bon, on lui donne pas une importance capitale.
il siège pas aux Nations Unies. Non. Et puis, à la suite de ça, on va recommencer ce qu'on sait si bien faire. On va se battre entre nous, quoi. Faire la guerre. Voilà, on va se faire la guerre. Comme c'est quand même pas mal de vallées qui sont un peu encaissées, chaque vallée se bat contre la vallée d'à côté, quoi. Et puis, hop, on est reparti pour 2-3 siècles de guerre civile. Comme quoi, le bouddhisme. Ouais, non, c'est la paix. Au XVIIIe siècle, le Raj de Couch Behar, qui est au Bengale occidental, demande l'aide du Bhoutan pour se battre contre les Moghols. Mhm. Et on a déjà vu un petit peu ce pattern. Le Bhoutan offre son aide avec plaisir et en profite pour annexer le pays. Parce que, voilà. Il faut pas demander de l'aide à son voisin, de manière générale. Quelques temps plus tard, à la fin du siècle, du XVIIIe siècle, le Raja du Couch Behar demande de l'aide à la Compagnie des Indes orientales, parce qu'il n'a pas bien appris des erreurs de son prédécesseur. Laquelle compagnie se fait un plaisir de bouter l'envahisseur bhoutanais et de rentrer au Bhoutan aussi et de demander un tribut au Druk-Desi, parce que c'est pas bien, faut pas faire ça. Alors ils ont dû se rendre compte quand même qu'ils n'étaient pas ultra riches au Bhoutan, parce que le tribut c'est 5 chevaux. Ça va. C'est pas foufou. Même la civilisation, je crois 5 chevaux, ça va. Ouais, ça va. Tout au long du 19e siècle, la compagnie et puis donc la couronne britannique ensuite étend son influence sur le Bhoutan. Alors, en fait, le Bhoutan avait annexé un peu d'autres terres en Inde qui perdent, en fait, à chaque fois. Mais à chaque fois, l'Angleterre leur donne un tribut. Dans l'autre sens, enfin, ou un loyer, quoi. 3 chevaux, quoi. Non, un peu plus, là, ils commencent à les payer. Mais donc, de toute façon, l'unité du Bhoutan est quand même assez limitée. Et en 1885, Ugyen Wangchuck, le fils du 56e et dernier Druk-Desi, est gouverneur de la province de Trongsa, qui est une des grosses vallées puissantes. Ce type-là va battre, avec l'aide des Anglais, son principal adversaire, qui est le gouverneur d'une autre vallée, la vallée de Paro, qui, lui, est soutenu par le Panchen Lama des Tibétains, qui dirige un petit peu plus que le Dalai Lama à cette époque-là. Oui, donc c'est la même chose chez les Tibétains. Le Panchen Lama, c'est... Non, le Panchen Lama, c'est un autre religieux. Ouais, c'est un autre religieux. C'est censé être le deuxième, enfin, le chef du plus gros monastère. Ouais, et c'est censé être le mec qui éduque le Dalai Lama. Oui. Bon, c'est un chef, quoi. C'est un chef, sauf qu'il s'appelle Lama, mais... Donc, il y a un petit peu guerre de proxy entre le Tibet et l'Angleterre à travers ces deux gouverneurs. C'est donc Ugyen Wangchuck qui remporte la partie, qui va unir à nouveau le Bhoutan pour la première fois depuis 3 siècles, hein, presque. Et en fait, il va en profiter pour mettre fin au régime un peu bicéphale avec le Druk-Desi et le Jekempo, et par se faire élire à l'unanimité Druk Gyalpo, c'est-à-dire roi dragon du pays du dragon tonnerre, fondant ainsi une monarchie héréditaire. C'est plus simple. C'est plus simple. Bon, encore une fois, élu à l'unanimité, pas vraiment au suffrage universel, hein, mais à l'unanimité des gouverneurs des régions qui vient de défoncer, avec l'aide des Anglais. Tout va bien. En remerciement de leur aide, et puis pour se protéger un peu des ambitions du Tibet et de la Chine, et de... alors pas de l'Inde, puisque pour le coup, c'est l'Angleterre, mais le nouveau roi va signer un traité de paix avec l'Angleterre, faisant du Bhoutan un protectorat, plus ou moins. En gros, l'Angleterre accepte de ne pas se mêler des affaires intérieures du Bhoutan. Vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous. En revanche, en politique étrangère, c'est nous qui gérons. Bon, le poids du Bhoutan est... Dans la politique, non, ouais, dans le concert des nations, c'est pas fou. Et puis, de toute façon, c'est encore un pays qui est hyper fermé, personne n'a le droit d'entrer dedans, donc eux, il faut, ouais, ok, cool. Pas de soucis. On n'aura pas la bombe nucléaire, mais c'est pas grave. Ouais, déjà si, ils ont des armes à feu à l'époque quand même, mais bon, même encore maintenant, ils ont pas d'aviation, tu vois. Et puis, ils ont pas de marine, forcément, puisque... De 1926 à 1952, le deuxième Druk Gyalpo, fils du premier, hein, puisque maintenant c'est une monarchie héréditaire, continue la centralisation du pouvoir, l'unification du pays. Et en 1947, à l'indépendance de l'Inde, il quitte le giron de l'Angleterre pour rejoindre celui de son immense voisin, avec qui il fait plus ou moins le même deal. Voilà, on est bien chez nous, on vous fera pas chier. Voilà. De toute façon, l'Inde est quand même le principal partenaire commercial du Bhoutan. Et puis... Vu qu'ils ont 2 voisins et qu'il y en a un avec qui ils sont en guerre millénaire. Voilà. Alors, ils sont en guerre millénaire. Oui, mais bon, comme... Tu vois,
Comme Oui. tous les pays qui sont en guerre millénaire, il y a aussi quand même beaucoup de commerce. Sauf après que le Tibet se soit fait annexer par la Chine. Ouais. Et que là, la frontière soit fermée. Là, ça s'est arrêté. Donc. Le troisième Druk Gyalpo, Jigme Dorji Wangchuk, monte sur le trône en 1952. Il va lancer la modernisation du pays. Il va commencer par instituer une assemblée nationale en 1953, histoire de donner un petit peu sa voix au peuple, aux représentants vaguement désignés du peuple. Et puis, il a le droit d'en nommer la moitié, je crois. Ouais, désigné par le dragon tonnerre. Non, par les villages, il y a quand même une espèce de démocratie un petit peu. C'est en gros, chaque village envoie un représentant, quoi. À l'Assemblée, qui a un pouvoir à l'époque un peu consultatif, plus qu'autre chose. Et puis de toute façon, le roi peut nommer, je crois, la moitié de l'Assemblée. Bon, c'est pratique. Et les autres, c'est des moines. Ils ont quand même le pouvoir de virer des ministres. Bon. En fait, le roi va garder un droit de veto jusqu'en 1966, quand même. En 1966, après une autre vague de modernisation, et dire, allez, ok, d'accord, j'arrête le droit de veto, vous avez un peu plus de pouvoir, l'Assemblée. Tout ça, c'est... Les rois du Bhoutan, ils sont tous éduqués en Inde et ensuite en Angleterre. Et donc, eux connaissent le reste du monde, là où la population bhoutanaise moins. Et en fait, ils veulent imposer un petit peu, au fur et à mesure, à la population bhoutanaise une modernité démocratique. Et comme la centralisation du pouvoir est quand même assez légère, il faut, d'une façon ou d'une autre, réussir à faire que le régime puisse se maintenir, sans avoir à retourner dans les guerres civiles, quoi. Bon, en 1953, il va aussi en profiter pour abolir l'esclavage et le servage. C'est toujours bien. Ouais, ça fait plus moderne aussi. Oui. Parce que là, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre quand même, plus personne le fait autour de nous. Et puis faire une réforme agraire et mettre en place des plans quinquennaux. Alors forcément, c'est des changements drastiques, un petit peu à marche forcée, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Et en 1960... mais quand c'est le roi qui le fait... Ouais, le problème, c'est que tout le monde... En fait, depuis le début, le Premier ministre... Enfin, depuis donc le premier Druk Gyalpo, le Premier ministre est toujours de la même famille. Le Premier ministre est un petit peu aussi une charge héréditaire. Ouais. Même si c'est pas dit comme ça. C'est pas écrit, mais bon. Ouais, c'est quand même toujours un mec de la même famille. En l'occurrence, en 1964, c'est un certain Jigme Palden Dorji. Si t'as bien retenu le nom du roi, il y a aussi Dorji dedans, parce qu'en fait, ils sont beaux-frères. D'accord. Et bah, ce mec-là va se faire assassiner par un soldat sur ordre du chef de l'armée royale, qui est l'oncle du roi. Et ça lance une espèce de bif familial entre la famille du roi et la famille Dorji. Bon, qui va se régler parce que de toute façon, c'est un peu la même famille, quand même. Ils sont liés. Mais c'est là où est le problème du pouvoir central du Bhoutan. C'est qu'il y a une famille qui l'a, mais il y a d'autres familles qui aimeraient bien l'avoir. Et puis une famille qui est grande. Ouais. Bon, alors après, j'ai lu qu'il n'y avait pas non plus énormément de noms de famille au Bhoutan et que de toute façon, tout le monde était un petit peu lié, quoi. Bah, disons que quand t'es dans des montagnes ouais, et que t'es fermé au monde pendant plusieurs siècles. Ouais, forcément. Il y a un moment où, statistiquement... Voilà. C'est aussi sous le troisième Druk Gyalpo que le Bhoutan s'ouvre diplomatiquement au reste du monde et devient membre de l'ONU en 1971. En 1972, Jigme Dorji Wangchuk meurt et son fils de 17 ans devient le quatrième Druk Gyalpo. Et lors d'une de ses premières conférences de presse avec des journalistes internationaux, pour répondre à un de ces journalistes étrangers qui lui demande quel est le PIB du pays ou le PNB du pays, je ne sais plus à l'époque si on dit PIB ou PNB, sachant pertinemment qu'il n'est pas très haut. Hein. C'est un peu une question piège, tu vois. Le jeune roi répond un peu instinctivement, vous savez, chez nous, le bonheur national brut est plus important que le produit national brut. Alors, à l'époque, ça veut rien dire. Hein. Le mec, il l'a vraiment sorti comme ça. C'était même pas genre des fiches qu'on lui a préparées. Mais il va trouver que c'est une bonne idée. Et donc, il va dire, bah voilà, maintenant, la politique du pays, c'est pour maximiser le bonheur national brut. Et bon, au début, ça change pas grand-chose. Et le bonheur, c'est moi. Et le bonheur, c'est moi. Non, mais c'est censé conduire la politique du pays. Et ça va quand même mener à un certain nombre de mesures. L'interdiction de l'alpinisme, par exemple, c'est pour le bonheur national brut. Sûrement. Bah, c'est parce que alors, dans le bonheur national brut, il y a la protection de l'environnement, notamment. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils interdisent l'alpinisme. Et puis, quand t'arrives pas à grimper, tu dois avoir des frustrations, c'est pas... C'est aussi pas bon pour ton karma et tout, on est d'accord. Il y a un peu des trucs bouddhistes là-dessous. Bon, sous son règne, le pays continue à se moderniser, notamment au niveau des réseaux routiers. Enfin, ils construisent les premières routes. Ils amènent le téléphone, l'électricité.
En 1974, le gouvernement va lancer la fabrication de centrales hydroélectriques, parce que l'avantage d'être sur les contreforts de l'Himalaya, c'est que tu as des courants assez rapides. D'avoir 7000 mètres de dénivelé. Voilà. C'est que tu peux produire de l'hydroélectricité assez facilement. Et aujourd'hui, c'est la principale exportation du pays. Électricité. Produite par des barrages vers l'Inde. Et il va ouvrir le pays au tourisme. Les premiers touristes européens qui arrivent au Bhoutan, c'est dans les années 70. Ils sont 17, je crois, la première année. Mais il va limiter leur nombre, notamment en mettant des taxes. Il y a une taxe journalière quand tu es touriste au Bhoutan. Comme dans beaucoup d'endroits, cela dit. Oui, c'est possible. Je suis jamais allé dans un pays où tu as une taxe journalière. Même à Paris. Ah oui, non mais attends, à Paris c'est 5 euros, genre la taxe de séjour. Oui, c'est ça. Là, c'est $200 quand même. Par jour? Ah oui. Ouais. Ah oui, ça commence à... Ça commence à faire plus, hein. Enfin, ça fait la moitié du PIB du pays. Alors, c'est 2 milliards, le PIB du pays. En 99, le Bhoutan est aussi le dernier pays au monde à s'ouvrir à la télévision et à Internet, qui jusqu'à présent était interdit. Et d'ailleurs, les premiers événements sportifs qui sont diffusés à la télévision entraînent des bagarres. Parce que les mecs, c'est la première fois qu'ils se chauffent comme ça et tout. Donc, Parce qu'on a autorisé l'alcool aussi pour la première fois. Non, alors l'alcool, c'est assez traditionnel. Alors bizarrement, parce que le bouddhisme n'interdit pas la consommation d'alcool, mais déconseille la consommation de produits stupéfiants. Ouais, modération, quoi. Voilà. Mais non, l'alcool, ils aiment bien. Mais non, mais partout, en fait, t'as des bagarres dans les cours de récré et tout. T'as des gamins qui se tapent dessus. Les profs font, mais pourquoi? On a regardé le foot hier. Ah bon, ok. Bon, à côté de ça, pour continuer à unifier le pays, au début des années 90, le roi impose le dzongkha comme langue nationale. Sauf qu'en pratique, le dzongkha, qui est une langue tibétaine, n'est parlé que par un peu moins d'un quart de la population. Alors, il se trouve que la plupart des autres bouddhistes d'ethnie tibétaine parlent des dérivés du tibétain ancien. Donc, bon. Il y a des liens. Il y a des liens, on se comprend à peu près, et l'éducation étant gratuite, et donc le dzongkha étant enseigné aux enfants, ça va. Les gens se comprennent à peu près, en tout cas quand ils viennent d'une ethnie tibétaine. En revanche, pour la minorité népalaise qui vit dans le sud du pays, c'est un peu plus un problème. Parce que déjà, ils sont pas bouddhistes, donc on les regarde mal. Ils sont hindous. Ils sont hindous. Et le népalais et le tibétain, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vaguement lié, mais autant que le français et l'allemand, quoi. D'accord. Donc là, plus compliqué pour se comprendre un petit peu. Mais c'est un problème qui est vite réglé, puisque dans la foulée, l'armée et l'armée et le gouvernement décident de mettre en application une loi sur la citoyenneté de 1985 qui, en gros, la retire aux Népalais. Enfin, tous ceux qui ne peuvent pas donner un document qui date d'avant 1958, qui prouve qu'ils étaient déjà au Bhoutan à l'époque. D'accord. Sachant que là, on parle encore d'un taux d'alphabétisation de 10% peut-être, on va dire. Et que la minorité népalaise, comme souvent les minorités, n'est pas parmi la plus éduquée. Donc avoir des papiers qui prouvent quoi que ce soit, difficile. C'est comme les Russes dans les pays baltes, où on leur dit, bah écoute, si tu veux être citoyen d'Estonie, bah tiens, voilà le papier à remplir en estonien. Démerde-toi. Démerde-toi. Ah, tu le parles pas. Bah écoute, pour l'écrit, tu vas peut-être pouvoir te démerder, mais à l'oral, ça va être quoi? Ça va être pour l'oral de citoyenneté, ça va être compliqué. Bah, c'est un peu la même chose qui se passe. Et du coup, dans les années 90, près de 150 000 Népalais quittent le Bhoutan pour devenir des réfugiés, soit en Inde, soit au Népal. Et bien entendu, tout ça se fait pas sans son petit lot d'exactions, même si tout le monde contexte le fait qu'elles aient eu lieu. Bon. C'est comme au Sri Lanka entre les bouddhistes et les tamouls. Sûrement. Sûrement. Et puis pour continuer dans cette veine nationaliste, le 6e plan quinquennal impose aussi le port du costume traditionnel Drukpa dans les bâtiments publics, l'administration, les écoles, etc. Ce qui, encore une fois, quand tu n'es pas Drukpa, que tu n'es pas tibétain, bah, c'est un peu compliqué. Ouais, moi je sais pas si ça me va très bien, quoi. Alors c'est joli, cela dit, il paraît que c'est très pratique, c'est une très grande poche. D'accord. Bon. Enfin c'est joli, c'est une question de goût, mais moi je trouve ça joli. Et puis ils vont favoriser l'artisanat traditionnel et subventionner les monastères. Il y a quand même genre la quantité de moines qui augmente de 50%, je crois, pendant son règne. C'est la politique « une nation, un peuple » qui généralement donne des bons résultats. Bah pour le peuple en question. Ouais. Sur le plan personnel, puisqu'il donne de sa personne quand même, le roi
il va respecter aussi la tradition en épousant 4 sœurs de la famille d'Orgy, le même jour, hein, elles sont toutes d'accord et tout, machin. C'est un peu une tradition au Bhoutan. En fait, comme il n'y a pas de système de dot et que la transmission des biens est matrilinéaire, il n'est pas rare qu'un homme épouse plusieurs sœurs ou qu'une femme épouse plusieurs frères. Donc là-dessus, c'est égalitaire, hein, polygamie ou polyandrie. Du moment que tout le monde est d'accord. Voilà, tout le monde est d'accord, donc ça va. Et le roi, là, il va avoir des enfants avec les 4 sœurs. Hein. Pas de problème. Au début des années 2000, Jigme Sangye Wangchok, là, donc le roi, lance la rédaction d'une constitution qui doit transformer le Bhoutan en monarchie constitutionnelle parlementaire bien comme il faut. Il la présente au peuple, il l'envoie un peu à tout le monde en 2005 et annonce qu'elle sera mise en application l'année suivante et qu'il va en profiter pour abdiquer au profit de son fils aîné. D'accord. Bon, c'est bien, il s'accroche pas au pouvoir et tout. Cool. One term président. Voilà. Et alors, one term président. Oui, bah écoute. Pendant 36 ans, quoi. Mais c'est un terme de 36 ans. Ça arrive. Et donc, le 14 décembre 2006, Jigme Khesar Wangchok devient le 5e Druk Gyalpo du Bhoutan à 26 ans. La nouvelle constitution est mise en application. Elle prévoit un parlement bicaméral élu au suffrage universel direct. Enfin, il y a une des deux chambres qui est élue au suffrage universel direct et l'autre qui est un peu comme le Sénat, celle qui a moins de pouvoir, qui est l'Assemblée des gouverneurs de région, etc. Sauf que, comme le peuple n'a jamais vraiment voté dans ces conditions, le gouvernement se dit qu'ils vont pas savoir comment faire. Et donc, en 2007, le gouvernement organise des fausses élections à 2 tours. Des élections pour de faux, où en fait, c'est des lycéens qui sont désignés au hasard pour défendre les valeurs de partis politiques qui sont créés pour l'occasion. Donc, le parti jaune, rouge, bleu et vert. D'accord. Qui chacun défendent une valeur en particulier. Alors, respectivement, c'est la tradition, le développement économique, l'égalité sociale et l'environnement. On fait ces petites élections pour de rire. Et c'est la tradition qui gagne à 90%. Ouais. Devant le développement économique. Et après le succès de cette opération, l'année suivante, on fait des vraies élections opposant de vrais partis politiques qui se sont formés entre-temps et le Bhoutan devient ainsi une des plus jeunes démocraties du monde. Ils ont gardé des lycéens parce que j'imagine qu'à un moment, les... Non, mais je crois que l'élection de 2007, c'est bon, une fois qu'ils ont gagné, bon, voilà quoi. Oui, non, mais après, tu peux avoir des jeunes talents qui se révèlent pour la politique, enfin, en tout cas pour faire campagne. Peut-être. Alors, je suis pas allé jusque dans ces détails. Je comprends. J'ai lu la liste des premiers ministres du Bhoutan depuis 2008 quand même. Parce que donc le premier ministre, enfin l'Assemblée est élue pour 5 ans. Donc tous les 5 ans, ça change. En gros... Oui, donc la liste depuis 2008... Ouais, pas hyper longue, certes. Mais j'ai quand même tous lu. J'ai quand même lu les 3 noms. J'ai même regardé un TED Talk d'un des premiers ministres. Et puis le nouveau roi et la nouvelle Assemblée nationale décident de reprendre le concept de bonheur national brut qui a été intégré à la Constitution. C'est-à-dire que dans la Constitution, il est écrit que le gouvernement du Bhoutan doit maximiser ou augmenter, en tout cas, le bonheur national brut du pays. Sauf que, voilà, c'est tout. C'est pas vraiment défini, quoi. Donc, le roi et le nouveau gouvernement vont essayer de lui donner un peu plus de substance. Donc, on crée une commission du BNB, le bonheur national brut, qui va reprendre... Alors, le roi précédent avait quand même défini un petit peu ce que c'était. Ils avaient défini 4 piliers du bonheur national brut: le développement économique et social durable et équitable, la préservation et la promotion des traditions culturelles, la sauvegarde de l'environnement et la bonne gouvernance. Bon, ça c'était les 4 piliers. C'est un peu général, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas très engagé, quoi. Non, ça mange pas de pain. La commission se dit que ça serait quand même pas con de demander au peuple comment il se sent, parce que finalement, c'est lui qui est censé être heureux. Hein, donc, ils vont mettre en place une enquête d'opinion en 2008, avec un questionnaire que les gens mettent plusieurs heures à remplir. Hein. Enfin, c'est vraiment violent, le truc qu'ils font. Enfin, violent, bourrin. Et ça couvre tous les aspects de leur vie, mais c'est-à-dire y compris le nombre d'heures où ils prient par jour et une évaluation de leur karma. Ça reste quand même hyper bouddhiste, hein, cette histoire. C'est important. Voilà. Grâce aux résultats de cette enquête et d'une deuxième enquête qui est réalisée en 2010, où ils réduisent un petit peu quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont plaints, qui ont dit « j'étais heureux jusqu'à ce que je dois remplir un questionnaire pendant 4 heures. » là.
mais qui garde les questions sur le bouddhisme quand même. Et l'aide d'universitaires anglais, indiens et américains, la commission va formaliser un indice du bonheur national brut basé sur l'état de la science. Oui, bah oui. Non, mais vraiment, en fait, parce que en gros, donc le bonheur national brut, ça a été créé en opposition au produit national brut Oui. à l'époque en 1972. Enfin, créé, imaginé comme ça, vite fait. Bon, Fulguré. fulguré, voilà. Le produit intérieur brut, ça a été créé aux USA en 1934 en réponse à la Grande Dépression. Parce que le gouvernement a besoin de savoir si le New Deal faisait quelque chose ou pas, quoi. Ça a été généralisé après les accords de Bretton Woods et la création de la Banque mondiale et du FMI pour mesurer la santé des économies des pays qui participaient à ces institutions. Mais dès le début, on est bien conscient des limites du PIB. Alors, le PIB, ça rassemble toutes L'ensemble des richesses qui sont produites oui, voilà, sont l'intérieur d'un produites pays. et échangées à l'intérieur d'un pays, mais indépendamment de leurs causes et de leurs conséquences. Ce qui en fait un assez mauvais indicateur de l'état effectif du pays. Parce qu'en fait, un accident de voiture, une marée noire ou le trafic de cocaïne, ça peut faire augmenter C'est ce que PIB. j'allais dire. Est-ce que tu prends la drogue ou pas dans le PIB? Bah, en France, par exemple, l'INSEE a annoncé il y a quelques années qu'il prenait le trafic de cocaïne en compte. Ah, on va pas se priver. Oui, ça fait augmenter les chiffres, c'est bien. Mais donc, tu vois, tu peux avoir un PIB hyper haut et un pays en pleine décadence, quoi. Oui. Je vois pas de quel pays tu veux parler. Écoute, en fait, beaucoup, hein, quand même. Bon. Dès les années 60, il y a des chercheurs qui se mettent à réfléchir, du coup, à des indicateurs de bien-être ou de santé sociale d'une société qui seraient un petit peu plus aboutis que le PNB. Et ça aboutit à la création de l'indicateur de progrès véritable, de l'indice de bien-être durable ou le plus connu, l'indice de développement humain. Tout ça, c'est fin des années 80, début des années 90. C'est des indicateurs qui intègrent... Qui intègre les pays scandinaves devant tout le monde. Ouais, sauf souvent. Non, mais Et la Suisse. Alors, vachement plus les pays scandinaves que la Suisse, hein, quand même. Donc, ça intègre, avec des formules savantes, hein, le taux d'alphabétisation, l'espérance de vie, le taux de criminalité, le taux de chômage, etc., pour voir si... faire des calculs, quoi. À partir des années 2000, on y intègre aussi, enfin, on crée des nouveaux indicateurs qui prennent en compte l'empreinte écologique, la protection de l'environnement, de la biodiversité, des choses comme ça. Le wokisme. Le wokisme et Jean-Michel Blanquer. Mais tous ces indicateurs ont les défauts liés au biais de leurs créateurs et du paradigme dans lequel ils vivent. Et, Alors que l'argent n'a pas de biais. L'argent, c'est tout. Le marché. Voilà, de sa main invisible, est capable de nous donner des informations complètement fiables. Voilà. Et donc, c'est aussi les défauts de la statistique. Hein, finalement, bon, on ne peut pas s'empêcher de faire de la statistique avec tout ça, quoi. Et donc, la commission du BNB a repris ses recherches pour créer son propre indice qu'elle va baser sur 9 domaines. Le bien-être psychologique, la santé, l'usage du temps, l'éducation, la diversité et la résilience culturelle, la bonne gouvernance, la vitalité de la communauté, la diversité et la résilience écologique et le niveau de vie. Chacun de ces domaines est divisé en 33 sous-indicateurs qui donnent au final 124 variables. Ben, c'est donc, tu vois, oui. l'état de la science, quoi. Ils ont fait le truc bien, quoi. L'originalité du BNB par rapport à d'autres indicateurs, c'est la création de seuils de bonheur et de seuils de suffisance pour atteindre le seuil de bonheur. Ces seuils étant basés sur l'idée qu'il vaut mieux maximiser le nombre de personnes atteignant un certain niveau de bonheur plutôt que le niveau de bonheur atteignable par une certaine frange de la population, qui généralement est toujours la même. Oui. Et puis aussi basé sur le fait que, par exemple, une personne âgée en a un peu rien à foutre de l'éducation, parce qu'a priori, c'est fini pour eux. Oui. Et que les jeunes sont un peu moins intéressés par l'accès aux soins et aux maisons de retraite, quoi. Et donc, le calcul savant qui permet de donner un indice chiffré est construit de façon à ce que augmenter le bonheur de la frange de la population qui est déjà heureuse, ça ne fait pas augmenter l'indice. Pour faire augmenter l'indice, il faut faire augmenter le nombre de gens qui atteignent un certain seuil de bonheur. C'est des médianes plutôt que des moyennes. Oui, si on... Bon, après, c'est discutable, hein, qu'est-ce que c'est que le bonheur, etc. Et bon... Ah bon Alors, j'avais trouvé une définition impeccable, mais mon chien l'a mangé.
Et puis surtout, la grande différence de l'indice du bonheur national brut par rapport aux autres indices, c'est que il est inscrit dans la Constitution et que le gouvernement est obligé de le faire augmenter. Enfin, est obligé. Par la Constitution, donc voilà. Sinon, Mais tu vois, l'indice de développement humain, Macron s'en fout, quoi. oui. Bah, sauf s'il augmente. Ouais, même s'il augmente, je pense que ça fait pas frémir grand monde. Alors, maintenant, on va quand même critiquer un petit peu cet indice, hein, parce qu'on va pas être non plus BA en face du bonheur national brut. On va pas être boutanolâtre. Voilà. Déjà, on va commencer par dire que ça ressemble un peu à une stratégie marketing destinée à faire apparaître le Bhoutan dans le concert des nations. Ce qui a marché, hein, cela dit. C'est du bonheur washing. Un peu, ouais. Bon, enfin bon, en même temps, personne ne savait où était le Bhoutan avant. Maintenant, on sait. Et puis, j'en parlerai pas s'ils n'avaient pas fait ça. Donc, finalement, ça marche. Voilà, vous avez atteint votre but. C'est du Bhoutan. Vous pouvez arrêter. Vous êtes dans la confiture. Il permet aussi, ce concept de bonheur national brut, au gouvernement de prendre des mesures autoritaires qui réduisent notamment la liberté d'entreprendre. Hein. Par exemple, au Bhoutan, d'entreprendre l'alpinisme. Ouais, puis d'entreprendre économiquement, hein, la publicité est interdite au Bhoutan. Parce que ça pollue et que ça... sert à rien. Ça sert à rien. La surface de terre accessible à la propriété privée est limitée. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas... je crois que c'est 5 hectares maximum. La vente de tabac est interdite, par exemple. Alors, sauf depuis le Covid, parce que donc au début de l'épidémie de Covid, ils ont fermé leurs frontières un peu comme tous les pays. Et ils se sont rendus compte que les seuls gens qui rentraient et qui donc pouvaient transmettre le Covid dans le Bhoutan étaient les trafiquants de tabac. Donc ils ont dit, bon, on arrête, on fait ça légalement. Alors après, ça a bien marché. Hein. Depuis le début de l'épidémie, ils ont eu 2500 cas et 3 morts. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Bon, peut-être plus facile de fermer les frontières du Bhoutan que les frontières de la France, mais voilà. Écoute, moi, il y a des gens qui proposent de le faire. Ouais, certes. À cause de ça, l'idéologie politique du Bhoutan, hein, qui se réclame du socio-bouddhisme, en gros. D'accord. Socialisme bouddhiste. Et taxé un petit peu d'écofascisme. Hein. Bon, c'est discutable. Ou d'islamo-gauchisme. Bah alors, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de musulmans. On les a dégagés. Non, ah oui. Non, je crois qu'il y en a non, c'était des hindous qui sont partis. Ouais, c'est les hindous qu'on a dégagés. Non, il n'y en a juste pas beaucoup. Les chrétiens non plus. Mais alors, j'ai lu un article de Le Monde chrétien qui dit « Ouais, c'est dégueulasse au Bhoutan, on est martyrisé. » Ça va. Je n'ai pas aidé, cela dit, mais pas martyrisé. Bon, alors, écofascisme peut-être, mais c'est un des seuls pays dont le bilan carbone est neutre. Pas mal. Même négatif, en fait, en pratique, si on prend en compte le CO2 capturé par ses forêts et le CO2 économisé grâce aux exportations d'énergie renouvelable. Donc, bien. Et ils sont censés le rester. C'est marqué dans la Constitution, tout ça. Mais bon, voilà, on verra. On verra parce qu'on peut se demander combien de temps l'idéologie du BNB va survivre face aux attaques du néolibéralisme et de la mondialisation, par exemple. La modernisation accélérée et le manque de régulation face à des choses complètement nouvelles qu'ils n'avaient pas prévues. Par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de feu rouge au Bhoutan. Il n'y a pas assez de voitures. Fait que certaines familles féodales, comme la famille Dorji dont j'ai déjà parlé, ont pu créer des conglomérats qui sont leaders dans le pays dans des domaines aussi variés que les télécommunications, l'agriculture, la bière et le tourisme. Enfin, une espèce de... Ouais, après, c'est pas des choses qui sont complètement inédites pour l'Asie. Non. Je veux dire, en Corée, Samsung, ils font quand même... oui, ils font un peu de tout, c'est vrai. Ils font un peu de tout. Au Japon, t'as des gros conglomérats aussi qui font... Non, mais pour un des pays capitalistes, en fait, c'est effectivement pas très nouveau. C'est même pas capitaliste, c'est féodal, quoi, en fait. Oui, plus ou moins. Là, la différence, c'est qu'en fait... la famille Dorji étant dans le secret du pouvoir, hein, puisqu'ils sont presque tout le temps Premier ministre, ils savaient quand est-ce que la télé, par exemple, allait être autorisée. Et ben, ils ont acheté avant plein d'antennes, plein de trucs et tout. Et donc, c'est eux qui ont le marché, quoi. Ce qui ne serait pas arrivé si on avait laissé faire la main invisible. Peut-être. Mais tu vois, genre, le gouvernement encourage les administrations à se doter de véhicules électriques. Tu vois, les postiers et tout, ils ont des véhicules électriques. Et le PDG de l'entreprise familiale Dorji, il conduit le seul Hummer du pays. Donc voilà. Cela dit, pour l'instant, il résiste encore. Hein. Par exemple, après l'accession au trône du nouveau roi, le cabinet de conseil McKinsey, à qui on avait demandé comment est-ce qu'on peut augmenter l'économie du pays, a dit par exemple, vous pourriez vous ouvrir au tourisme. Le roi a dit ouais, c'est une bonne idée et a augmenté la taxe de $200 par jour à $250 par jour.
en disant non, on ne fera pas ça. Vous pourriez mettre des pubs. Ouais, mais ils ont dit non. Sur certains trucs, ils disent non. Bon, combien de temps ça va tenir, on verra. La télévision qui diffuse principalement les chaînes du câble d'Inde ou de Corée du Sud, notamment les chaînes de Star TV Network de Rupert Murdoch, a un petit peu changé aussi la culture bhoutanaise et les aspirations des Bhoutanais. Hein, outre la recherche d'amour romantique calquée sur les soap-opéras coréens, alors qui, bon, pourquoi pas, mais qui du coup met un peu fin à la tradition de polyandrie. De mariage arrangé. Oui, non mais de polyandrie et de polygamie. L'arrivée de la télévision, ça a aussi coïncidé avec l'apparition de vols à main armée, de crimes passionnels, de problèmes de toxicomanie et de corruption. Alors, est-ce que c'est directement lié Enfin, de ce que tu dis, les problèmes de corruption, c'est... Enfin... Oui, non, mais à plus grande échelle. Enfin, et surtout par des fonctionnaires qui, à la base, viennent pas de grandes familles. Merde, les pauvres s'y mettent. Ouais, par exemple, j'ai lu quelque part que, donc, comme souvent dans la région, le cannabis pousse. C'est du chien dent, quoi, là-bas. Et jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à l'arrivée de la télévision, on le donnait à nourrir aux cochons, quoi. Et maintenant, on le fume. Et on se vautre devant la télé. Et on marche plus et tout, et on devient gros. Voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Les jeunes d'aujourd'hui. Alors, je dis ça comme ça, sans grossophobie aucune. Hein, c'est littéralement ce que j'ai lu dans un article. C'était un ministre bhoutanais qui disait ça. Attends qu'il découvre TikTok. Bon, enfin, voilà. Donc, est-ce que ça va tenir? Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le bonheur national brut bhoutanais aura au moins inspiré la création de l'indicateur du vivre mieux de l'OCDE et des rapports mondiaux sur le bonheur de l'ONU, ainsi qu'une multitude d'initiatives locales. Et bon, comme ça, en tout cas, ça a l'air pas mal, quoi. C'est mieux de parler de bonheur que... Oui, après, c'est toujours... Qu'est-ce que tu mets derrière? Oui, mais là, tu vois, on a vu, ils l'ont construit de façon assez bien. Alors, tout ça marche aussi parce que le Bhoutan est donc un pays très bouddhiste, que en bhoutanais, en dzongkha, bonheur national brut, ça rend vachement mieux, paraît-il, et que suivre la voie du milieu, pas d'excès en rien, c'est plus facile, quoi, quand c'est dans la culture. Pétrole. Et qu'effectivement, ils n'ont pas beaucoup de matières premières précieuses. Alors, ils ont des mines, mais qu'ils ont refusé d'exploiter pour protéger l'environnement. Alors, ils n'ont pas des mines de ouf non plus, hein, mais voilà. Et ils n'ont pas de pétrole. Ouais, donc ça aide aussi à... Certes. À être moins tenté. Ouais. Bah écoute, ça aide à se changer un peu les idées, ce pays lointain. Moi aussi, je voulais nous changer un peu les idées, hein, parce que l'actualité n'est pas des plus joyeuses. Non. En ce début mars 2022. Moi, j'ai commencé à garder mes capsules. Au cas où, pour être riche après. C'est ça. Ouais, mais est-ce que t'as choisi quoi comme capsule? Parce que si c'est pas les bonnes... Ouais, c'est ça. Je creuse sur des capsules de bière en général. Donc je me suis dit, on va s'ouvrir un peu l'esprit et on va se tourner vers un parcours inspirant, comme on dit sur LinkedIn. Ouais. Une histoire qui montre qu'avec finalement un peu de volonté, on peut réussir à relever n'importe quel défi. Bah bien sûr, c'est Elon Musk qui l'a dit. Hein. Si tu t'y mets, tu deviens millionnaire. Lui, il est pas très loin. Hein. Enfin, Elon Musk, c'est si tu t'y mets et que ton père est millionnaire, oui, tu peux devenir millionnaire. Moi, je vais te parler de l'histoire de Ferdinand de Marat. Alors donc inconnu aux batailles, voilà. Côté. Bon, on va pas faire de contexte, hein. On va rentrer directement in media res, comme on dit chez les scénaristes. Ah bon, on dit ça? Tu sais, c'est les débuts où t'es directement dans l'action. Ah ok. Voilà, la confiture au top de l'écriture. Donc, in media res, le 12 décembre 1921, dans la ville de Lawrence, au Massachusetts. Ah. Et il me semble que tu avais déjà parlé de cette charmante petite bourgade dans ton épisode sur l'agence Pinkerton. Alors, c'est possible. Puisque c'est ici que l'Industrial Workers of the World a remporté sa plus grande victoire sur l'agence en 1912. Ah oui, au moment où ils sont briseurs de grève, les Pinkerton. Exactement. Où ils attaquent les mecs à la dynamite, ouais. ce genre de truc. Bref, une ville hyper ouvrière, complètement tournée vers l'industrie textile. Ok. C'est d'ailleurs une ville qui est très cosmopolite, qui est constituée d'une agrégation de plein de petites communautés. Pour donner une idée de son enfance, son père, qui est d'origine du Québec, alors il est né à Rhode Island, mais la famille vient du Québec. Et donc il est francophone, notre ami? Non, lui, il parle pas français, en tout cas à ce moment-là de notre histoire. Il va, le jour du 4e anniversaire de Ferdinand, rassembler la famille et les 4
domestiques. Donc la famille, c'est le père, la mère, la sœur et Ferdinand. Donc, 4 4 domestiques. et 4 domestiques. Donc ils ont un peu de pognon, quoi. Donc ils ont un peu de pognon pour leur annoncer que maintenant ça y est, Ferdinand a 4 ans et donc on doit s'adresser à lui en disant monsieur. Ok, c'est précoce. Bon, la famille, on le voit, est pas complètement dans le besoin. Parce que le père, en fait, lui a commencé projectionniste de Ok. cinéma. Et puis, il s'est dit, Lawrence, c'est une ville d'ouvriers, il n'y a pas de cinéma. Donc, il est allé ouvrir une salle, puis une deuxième, une troisième, une quatrième salle dans la ville. Immense carton. Donc, il s'est mis bien. Donc Gaumont, quoi. C'est ça, Jean-Michel Pathé. Le premier événement marquant de la vie de Ferdinand, c'est en CM2. Alors, le gamin, il est plutôt solitaire, d'habitude, mais il a déjà un truc qui le démarque un petit peu, c'est que c'est un peu un colosse. Bah, on l'appelle monsieur depuis qu'il a 4 ans, quoi. Ouais, voilà. Donc, Mais il est très grand pour son âge, et puis il est grand costaud, quoi. Voire, par moment dans sa vie, la frontière entre grand costaud et grand un peu gras. Ah, pas grand fric? Non. Pas à ce point-là? C'est pas André le Géant, quoi. Non, c'est pas André le Géant, mais il est plutôt grand, mais il est très introverti. Et un jour, il y a un gamin de l'école, une école publique, ses parents ont tenu à ce qu'il aille à l'école publique. Oui, mais à l'époque. En 1920, 1920 Ouais, dans une ville ouvrière, en plus, ouais, c'est vrai que... Il y a un gamin qui devient persuadé que s'il a été puni, c'est parce que Ferdinand l'a dénoncé. Donc il dit, je vais te faire la peau à midi. Midi arrive, Ferdinand est un peu acculé dans la cour. Et là, il sort un flingue qu'il est allé chercher pendant la matinée chez son père. Mais voilà, faut venir... Voilà, et donc tout le monde se calme d'un coup, hein, et lui devient une sorte de héros. Oui, oui. Donc c'est la première leçon de sa vie qu'on peut partager avec nos auditeurs. Donc agir comme un voyou vous rend populaire. Avoir un flingue, pointer un flingue sur les gens, les rendre dociles. À ce moment-là, sa vie va changer et il va devenir, il se dit, être un bad boy, ça me rend cool, donc je vais devenir un bad boy. Au point que son comportement va changer et ses parents vont dire wow. Monsieur. Voilà, on va l'envoyer à Saint-Augustin, l'école catholique du coin. Ah bah oui, c'est mieux. C'est mieux. Ferdinand est pas très content. Surtout que maintenant il a des potes dans son école publique. C'est ça. Et donc il décide, pendant plusieurs semaines, de ne plus parler. Ok. Ni en famille, ni à l'école. Faire. C'est un peu extrême, mais... Donc il va garder le silence comme ça jusqu'à ce que la mère supérieure de l'école s'assoit simplement à côté de lui en le regardant gentiment, et puis lui il s'effondre dans la chaleur de sa robe en pleurant, et il le dit lui-même, c'est à ce moment-là qu'il se découvre une mission et qu'il veut devenir un enfant modèle et dévot. Ah ouais, il est un peu extrême dans ses prises de position quand même. Il passe de bad boy à premier de la classe, quoi. À partir de ce moment-là, il va consacrer sa vie à la religion. Ah ok. Il rêve de devenir évêque. Pourquoi pas? Mais Voilà. par contre, il a des limites dans ses rêves. Pourquoi pas cardinal? Il en croisera des cardinaux, on verra. Mais voilà que frappe aux USA la Grande Dépression. Oui. Et les Américains ont d'un coup d'autres choses à foutre que d'aller au cinéma. Mais... Les affaires vont mal, son père est en faillite, ils vont devoir quitter la maison familiale, plus de domestiques, et ça, Ferdinand, il a du mal à l'accepter. Ah, pour un enfant dévot, il faut quand même des domestiques, quoi. C'est ça, il devient pauvre. Ouais, plus facile d'être dévot quand t'es riche. Ouais, mais pire que pauvre, c'est un ex-riche. C'est-à-dire que il a pas grandi en étant pauvre, il sait pas vraiment comment ça marche être pauvre. Il a pas les astuces et les trucs comme ça. Et les autres pauvres lui disent, mais t'es pas vraiment un pauvre. T'es un riche raté. T'es un ex-riche. Et il accepte pas du tout la situation, au point même qu'à un moment, il va économiser de l'argent pour s'acheter des chaussures parce qu'il trouve que les chaussures bon marché que sa mère achète, c'est horrible. Et donc, tous les matins, il sort avec les chaussures de sa mère. Il a caché une boîte un peu plus loin sur le chemin de l'école. Et il change de chaussures tous les jours. Parce que les chaussures de pauvre, c'est vraiment pas possible. C'est ça. À ce moment-là, la religion s'éloigne un petit peu, hein. Mais c'est quand même pas de sa faute à lui si Dieu lui a tourné le dos. Alors, s'il avait bien lu le livre, j'ai cru comprendre que c'est quand même une habitude de Dieu, de tester le croyant en le rendant pauvre.
Bah non, si t'es pauvre, c'est que t'es pas un bon croyant. Ah ouais, c'est quand même C'est un notre concept... ouais, d'accord. Bon, la suite de son enfance et de son adolescence vont rester très marquées par ce revers de fortune, hein, et malgré quelques dispositions pour le foot américain, apparemment. Si c'est un colosse en même temps. Oui, voilà. Il est très bon naturellement, mais apprendre les jeux, parce qu'il y a un aspect mental, il faut que j'apprenne les stratégies, que je sois discipliné, et aussi que je tape sur les gens, c'est pas du tout son truc. Ouais. Non, de la violence physique, il aime pas ça. Et la discipline. Ah oui, donc quand il a voulu être bad boy, puis enfant modèle, il partait quand même avec des désavantages, quoi. Oui, mais on va voir que c'est des avantages, notamment sur son aversion à la discipline qu'il va essayer de conquérir. D'accord. Sa vocation, il va la trouver en rendant visite à un cousin, Monsieur Desmarais, Ferdinand Desmarais, qui est pasteur à Rhode Island. Donc il lui rend visite parce que son père voit bien que lui, il est vraiment en dépression. En dépression d'être pauvre. Hein. Il supporte pas. Il est allergique à la pauvreté, c'est bon. C'est ça. Et les deux vont très vite s'entendre. Donc il va passer un peu de temps chez ce cousin. Bon, pas de bol, quand il revient, sa sœur glisse sur du givre et se tue. Pardon. C'est horrible. C'est con comme mort. Alors, elle est pas morte sur le coup. Hein. En fait, elle glisse, elle se fait un truc à la tête, ça empire. Oui. C'est pas sur le coup, ça va durer quelques semaines. Oui, bref. c'est le problème de t'as pas de médecine moderne, quoi. Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il se rend compte que son père a pas vraiment subi un revers de fortune momentané. Ah, mais c'est foutu, quoi. Ouais, voilà, on est pauvre et on va le rester. Enfin, en tout cas, ma famille va le rester. Parce que lui, du coup, devant tout ça, à 16 ans, il s'enfuit. Il faut fuir la pauvreté. On l'a vu plein de fois hein, dans la confiture, cette histoire de j'ai 15 ans, je me barre de chez moi. Lui, il va pas rentrer dans la marine. Ah oui, il faut pas le tour il du va pas monde. faire le tour du monde, des choses comme ça. À l'inverse, presque, il va se rappeler l'endroit que son cousin, donc le pasteur Desmarais, lui avait montré comme le plus paisible du monde. Donc il va se rendre à l'abbaye de Valley Falls. Et donc il tape à la porte, on lui dit mais dégage. Il dit, ah ben je croyais que vous acceptiez tout le monde. Bon allez, ok. Alors tu le dis pas, hein, parce que... Donc il va assister un peu et être accepté pour le noviciat. Ah, il veut devenir moine, quoi. Il va devenir moine. Ok. Il est au courant qu'ils sont pauvres, hein, les moines, quand même. Enfin, ouais, il faut mais un vœu de pauvreté, au moins. on lui a dit que c'était paisible. Et c'est pas que t'es pauvre, c'est que t'es dans une communauté où il y a pas de riches. Oui, c'est vrai. Puis t'as la sécurité de l'emploi, faut dire. Ouais, c'est ça. Donc là-dessus, le cousin est alerté. Il va prévenir les parents de Ferdinand, mais il va leur dire « Vous inquiétez pas. Je gère. » Bah, c'est une abbaye trappiste, hein, fondée dans le Perche, on l'a vu. Tu vois, le Perche rayonne. Rayonne. Vous inquiétez pas, il rentre novice chez les trappistes. D'expérience, ça dure pas longtemps. Sauf s'il aime trop la bière. Bon. Hein, parce qu'on l'a vu, donc notre ordre qui est perchois, perchiste, percheron, est basé sur l'aspect bénéfique du travail manuel. Oui. La vie de trappiste, c'est on se lève à 2h du matin, méditation contemplative jusqu'à 5h. Bon. On dort, quoi. C'est pas dans son lit. Voilà. Puis on est parti pour une journée de labeur. Oui, voilà. Tout ça avec un peu de pain et un peu de soupe. Mais le travail libère. Et dans un silence absolu. Ah, ils font vœu de... Je savais pas qu'ils faisaient vœu de silence, les trappistes. Si. Ils se parlent en langue des signes. Ça va être cool quand ils boivent la bière, après. Fred va pourtant bien le supporter, en fait. Alors, déjà parce qu'il va trouver une ou deux compines. Il va se décider de s'occuper des 2 mules du monastère, qui sont particulièrement chiantes et mal dressées. Alors, du coup, on les a appelées Lucifer et Luther. Normal. Humour de moine. Et les mules, elles comprennent pas le langage des signes. Donc, il a un prétexte pour leur parler. Ah! Et il va pas se priver. Donc, ça lui permet de se libérer. De la même façon, dans la charte des moines trappistes, si un moine sent que sa santé est en jeu, bah, il peut prendre plus de pain que sa ration. Et notre grand bonhomme, lui, il sent que sa santé vacille à peu près tous les jours. Puis il le dit aux autres, attends, vous avez vu, vous m'arrivez à la cheville, c'est normal, faut que je bouffe plus. Bon,
Le truc, c'est que on commence à s'en rendre compte, ça se voit, ça se sait, et au bout de 2 ans, donc lui, il a 18 ans à ce moment-là, l'abbé de l'abbaye et son instructeur le font se rendre à l'évidence. Il n'est pas vraiment fait pour la vie de moine. On l'entend hurler sur les murs, sur les mules tout le temps. Donc, il est dégoûté. Bah, parce qu'il se fait virer ou juste on lui dit... réfléchis un peu. On lui dit réfléchis, mais il va falloir partir. Hein. Et de rage, il va quitter le monastère, mais avant, il va relâcher les mules. Ah, j'ai cru qu'il allait le brûler. Non, il n'est pas très violent. Oui, c'est vrai. Il part quand même avec une recommandation, et il va rebondir chez les Frères de la Charité à Boston. Qui sont plus... Ouais, c'est après les trappistes, si tu veux. Les trappistes, c'est un peu le haut du game chez les moines. Après, t'as le moatos, quoi. Mais là, c'est... Ouais, c'est ça. Mais il va vite montrer la qualité de son éducation religieuse. Il est envoyé à Québec, dans un hospice qui est réservé aux prêtres vieux, malades, ou... Bizarre. qu'on veut cacher. Qu'on a mis un peu à l'écart. Genre, donc il a le statut cotorep, en fait, chez les moines. Ouais, ou pédophile. Ah, merde. Ou, tu vois, ce genre de moine, quoi. Ah oui, mais pas lui, pas... ah non, pas lui. Ferdinand, non, lui, lui, on l'envoie dans cet hospice. Ah, pour gérer les cotorep Ouais, voilà, et les... Pour faire la plonge, en l'occurrence. Oui. Et faire la plonge, c'est pas tout à fait l'idée qui se fait de son destin. Je trouve qu'il est un petit peu réfractaire, quand même, hein, à la méditation. Disons que la discipline, c'est pas complètement son fort, l'humilité non plus. Oui, mais enfin, faire la plonge, ça aide. Ouais, mais lui, il se voit avec. Hein, Oui, c'est vrai qu'il va devenir avec. Et donc, il râle tellement que on le vire de la plonge. Et on va l'affecter aux chambres. Là, ça va pas vraiment mieux parce que ça le saoule toujours. Mais en revanche, il peut parler avec les prêtres. Mm-hmm. Donc, parler avec la fine fleur de l'église catholique. Et en fait, c'est comme ça qu'il va découvrir tous les rouages un peu cachés et les vices qui gangrènent l'église. Notamment la pédophilie, c'est ça? Alors, pas la pédophilie, mais en gros, il expliquera qu'à partir de ce moment-là, quand il verra un évêque, il le considérera plus comme un homme supérieur. Oui, ouais. Il se dira, ouais, bon, il a magouillé pour arriver là, quoi. D'accord. C'est bien, ça ouvre les yeux. Voilà, avril 41, son attitude va finir un peu par exaspérer. Il subit des remontrances et il réagit à la façon de Ferdinand, c'est-à-dire qu'il se barre. Cela dit, c'est bien, tu vois. C'est vrai que aujourd'hui, hein, pas de meurtre, pas de... Non, il n'y a pas de meurtre dans mon histoire. Il retourne donc chez les Frères de la Charité à Boston en disant « Et là où vous m'avez envoyé, c'était un peu nul. » Et il demande une autre affectation. Donc on va l'envoyer à Boyhaven, un asile pour jeunes hommes, tout proche de Lawrence. Ah, donc retour à case départ. Un peu, mais là, il va vite comprendre et se faire des idées sur ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que l'école est globalement bien administrée, mais il trouve que l'atmosphère est beaucoup trop sévère. Et que pour lui, pour s'épanouir, des jeunes enfants ont besoin de s'amuser. Quand on va lui donner la responsabilité de la classe de CM1, il va se dire « Ok, challenge accepted, je vais en faire la meilleure classe de l'établissement. » C'est bien, alors, il y a de l'ambition. Toujours. Donc, il va vite sortir des cours très traditionnels et il va introduire du jeu, par exemple, des phases de jeu, des contes. Il va les emmener en visite dans une carrière, dans une usine de chaussures. Oui, parce que bon, pas non plus des trucs de ouf à visiter alors. Et avec l'aide de ses parents, il va organiser une collecte pour les enfants. Donc il va collecter de l'argent, des ressources, enfin des fournitures, mais il le fait que pour sa classe. Ouais, mais bon, Captain, my Captain quand même. Ouais, un petit peu, mais ça pose problème parce que en fait, l'argent il est censé revenir à toute l'école. Ouais, mais c'est lui qui se... Il dit non, c'est moi qui le fais, c'est moi qui décide. Donc là, il fait de son mieux, encore une fois, hein, il essaye à chaque fois. Et il fait de son mieux, et encore une fois, on lui dit, mec, non. Encore une fois, il se fait envoyer paître. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Il se casse avec la voiture de l'école. Écoute... Qu'il apprend à conduire ce jour-là. On passe pas le permis chez les moines trappistes. En 1940. Certes. Et donc, il se dit, bon, ça doit pas être très compliqué à conduire. Et donc, sa première expérience, c'est quand il fait du Grand Theft Auto. Cool. Il va en profiter pour rejoindre Boston.
pour prendre le premier verre de sa vie D'alcool. Et qui dit premier verre d'alcool dit bonne décision. Il rejoint l'armée. Ouais, genre, il se cuite. Et allez, les gars. Et le lendemain, il se réveille. Ah, tiens, je suis dans un centre de recrutement. On pourrait se dire que la vie monastique qui aurait pu le préparer un peu à cette discipline, bon, on a vu que c'était pas complètement son fort. Ouais. Et disons qu'en termes de camaraderie et de vie sociale, en fait, les moines, ça forme pas vraiment à la vie de l'armée, à la vie de Chambray. Mais là encore, il va s'adapter et il va montrer ses qualités. Par exemple, là où il y a un truc qui est très poignant, c'est la queue pour aller manger. Mm-hmm. Tu vois, notamment, il y a un mec, un soldat à qui on demandera mais comment vous avez fait pour résister aux marches de la mort? Et il disait, j'ai eu beaucoup d'entraînement en faisant la queue dans cette caserne pour aller manger. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se balade, il prend des papiers, et il se balade en criant des noms de soldats, en disant « J'ai votre ordre de mission, machin », il remonte la file, comme ça, jusqu'à arriver à la porte, et puis là... Ah, il rentre et... il rentre, et puis voilà. D'accord. Bon. Et il va surtout s'y faire un pote qui s'appelle Anthony Ingolia. Donc c'est deux bons potes, hein, et lui, il est de la Nouvelle-Orléans, il va même l'emmener dans sa famille. Et là, dans sa famille, t'as la mère de Ingolia qui va lui raconter de la vie. Ils ont, tu sais, un gros coffre avec tous ses papiers, ses souvenirs et tout ça. Il raconte sa vie. Il se fait accepter assez bien par la famille. Donc, quand il revient seul voir la mère de son pote, le laisse faire. Hein. Ouais. Et elle se rend pas forcément compte qu'il repart avec tous les papiers d'Ingolia. Fini l'armée. Fini la menace de la police parce qu'il a quand même volé une voiture. Oui, mais à une école religieuse, donc ça va. On est parti pour une vie nouvelle. Ah ouais, genre il change d'identité, quoi. Oui, il change d'identité, il va devenir Anthony Ingolia. L'air bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au courant, non? Eh ben, il va retourner chez les trappistes. Mais cette fois-ci, il va dans le Saint des Saints, l'abbaye Notre-Dame de Gethsemane, qui est l'abbaye la plus prestigieuse des trappistes aux États-Unis. Puisque donc c'est pas l'abbaye originelle. Voilà. Là, il est confiant. Parce qu'en fait, il a des papiers qui lui permettent d'éviter d'être repéré. Mm-hmm. Parce qu'il donne pas son nom et il a les papiers qui vont avec. Mais à peine il est arrivé qu'il est reconnu par un moine qu'il a connu à Valley Falls. Bon, il va aller du coup très vite dans une autre abbaye, dans l'Iowa. Mais entre-temps, l'église a découvert. Parce que ils ont... En fait, ce qui se passe en général quand tu veux rentrer dans une institution religieuse, on envoie un courrier à ton pasteur ou à ton prêtre ou à ton autorité religieuse en demandant mais c'est qui ce mec Et... Donnez-moi son certificat de baptême. Voilà, donc là, finalement, il s'est fait gauler, il est un peu penaud, il rentre chez lui, mais alors qu'il est dans le bus pour direction la maison, la nouvelle tombe, les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. C'est la guerre. Donc voilà notre homme, 2 mois plus tard, sur un destroyer. Ah, il retourne à l'armée du coup. Parce qu'il il est un peu déserté quand même. Ouais, mais il est sous le nom de Fred Desmarats. Bon, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il aime pas trop la mer. C'est fou. Chaque fois qu'il prend une décision, au bout de 2 mois, il fait non, finalement, finalement, c'est nul. À force de lobbying, il va être accepté à l'école hospitalière. Mm-hmm. Et fidèle à lui-même, il s'y trouve hyper bien. Et il va finir dans les premiers de sa classe. Ah ouais, fidèle à lui-même, genre, c'est un étudiant modèle, quoi. Quand il se met à quelque chose, il fait les trucs à fond. Mm. Il veut continuer, aller vers le programme avancé, mais là, on lui dit, mec, t'as pas fini le lycée. T'as pas de diplôme. Et c'est à ce moment-là, donc, que Fred va comprendre l'intérêt d'avoir des diplômes. Et donc, l'intérêt de les... Et donc, il se dit, pour pouvoir avancer dans ma vie, il faut que j'ai des diplômes. Il faut que je réussisse à obtenir des diplômes. Mm-hmm. Alors, comment? Ouais. C'est là où moi, je m'inquiète un peu. Il va trouver la réponse dans un dépliant pour un collège militaire en Iowa. Mm-hmm. Dedans, il va trouver exactement ce qu'il lui faut. Donc, la première étape, c'est qu'il va se rendre chez son capitaine. Mm-hmm. Il va lui dire quelques mots. Genre, bonjour, je voulais vous dire, j'ai un sujet qui est vachement grave. Là, il commence à s'allumer une cigarette.
1941. Hein. On fume partout, ça c'est pas un problème. Voilà. Sauf que sa cigarette, il l'a préalablement enduite de kérosène et de cire. Enfin bref, donc c'est pas une cigarette, hein, c'est une torche qu'il allume. Elle prend feu, il la jette dans la corbeille, il dit « Ah, trouvez un extincteur, trouvez un extincteur ». Le capitaine part trouver un extincteur. Pendant ce temps-là, il va lui prendre toutes ses lettres en tête sur son bureau, et ces lettres en tête, il va les utiliser pour écrire au collège militaire de l'Iowa. Mhm. En disant voilà, je suis un militaire, il repère les gens, tu vois, qui sont dans l'annuaire, et il dit ah bah je suis un tel, j'ai besoin d'un extrait de mes diplômes, vous entendrez sûrement parler de ça, est-ce que vous pouvez me les envoyer? Et c'est là qu'il est hyper smart, même si c'est la première fois qu'il fait ça. En fait, il va commencer par envoyer cette lettre-là, puis il va utiliser le papier en tête pour envoyer un truc un peu officiel. Et ensuite, il va utiliser un autre papier de la Navy, différent, en se faisant passer pour un autre service, en disant « Ah, on a besoin des diplômes, machin », et il donne à chaque fois 3 adresses différentes, qui sont en fait 3 adresses de station-service qu'il a payé pour pouvoir utiliser. Et c'est comme ça qu'il va récupérer des diplômes qu'il va pouvoir modifier. Ah oui, c'est ça, parce que donc on lui envoie des diplômes, des relevés d'éducation, et puis lui change les noms. Ouais, d'accord. Mais le papier original enfin, c'est un vrai, mais donc il change juste le nom, quoi. C'est ça. Il change le nom, il change 2-3 éléments, la date de naissance, ce genre de truc. Et il colle des lettres par-dessus, il fait une photocopie et hop. Et en fait, il se rend compte que c'est hyper facile. Oui, bah surtout dans les années 40, je suppose que. Et comme ça, par jeu, en fait, ça devient presque un jeu pour lui. Et par jeu, il va se créer plusieurs identités, dont une qui va nommer le docteur Robert French. Parce que donc oui, parce qu'à Québec, il a appris le français dans son hospice. Et aussi parce qu'il a toujours voulu qu'on l'appelle docteur. Et Dr French, ça claque un peu. Voilà, donc un doctorat de Stanford, quelques années de recherche à Yale. Oui, bah, tout va bien. Tant qu'à faire, forger des trucs, tu vas pas. Il en profite pour passer chez ses parents. Il va là rendre visite à son prêtre. Il en sort avec quelques certificats de baptême et de mariage vierge, mais qu'il a tamponné. Ça peut servir, au cas où. Voilà, et il se fait choper pendant qu'il est en train d'essayer de tamponner les trucs par la domestique du prêtre. Et en fait, il dit qu'une des doctrines de sa vie, c'est basé sur le maréchal Foch, qui dit quelque chose comme « Ma gauche s'effondre, ma droite est en fuite, mon centre est attaqué. C'est parfait, chargeons !» Oui, faut pas se démonter, quoi. C'est ça. Il va faire la même sur le chemin du retour, mais là, c'est le cardinal de Boston. Ouais, parce que le cardinal, pour lui, c'est quand même intéressant de rencontrer un mec de la stature de Robert French. Bah, le fameux docteur Robert French de Stanford et de Yale, oui, bien sûr. Exactement. Donc, entre gens de la haute, on peut discuter, machin. Il en profite pour lui barboter quelques papiers rouges. Oui, parce que le papier de cardinal, ça doit ouvrir plus de portes, je suppose. Voilà. Sa carrière avance. Et l'armée lui fait savoir que grâce à ses diplômes, alors pas ceux du French, enfin, pas ses diplômes non plus, mais en tout cas les diplômes qu'il a soumis, l'armée lui fait savoir qu'il va bientôt être accepté pour devenir officier. Cool. En tant que docteur, du coup, aussi. Enfin, non, plus. Non, juste grâce à ses diplômes du collège militaire. Il reste plus qu'une petite formalité, un petit contrôle de sécurité sur les informations qu'il a fournies. Et on lui enverra sa nouvelle affectation. Bien sûr. Bon, bien entendu, Demara va faire ce que n'importe quelle personne un peu saine d'esprit ferait. Il se casse. Oui, bon, j'ai eu peur. Avec en poche des formulaires de fin de service, quand même. Qu'il a... Attends, il va pas partir avec... Ah, il a les achetés, ça? Ouais, on pouvait les acheter à l'époque. Cool. Naturellement, l'étape suivante, c'est le retour, ou plutôt l'arrivée du docteur Robert French, docteur en psychologie, au monastère de Gethsemane. Celui où il est resté quelques heures et on l'a reconnu. Eh oui. Sauf que là, il a pris en assurance. Maintenant, il a un doctorat. Et donc, quand on lui dit, mais tu serais pas... tu ressembles quand même beaucoup à un mec, et lui, le pauvre gars qui me ressemble, il a pas de bol.
Et voilà. Et ça passe. Bah oui, il est docteur. Bah, et c'est ça, et les docteurs, les moines sont hyper fiers d'avoir un mec comme ça parmi eux. Et surtout qu'il montre aussi assez vite à quel point il est brillant en mémorisant en quelques jours la liturgie qui prend normalement plusieurs mois à apprendre. Oui, mais parce qu'il est déjà passé dans un monastère. Oui. Ouais. Oui. Bon, ça aide. Oui, voilà. Mais pour les autres, ils se disent ah ouais, ah ouais. Ah ouais, le mec est balèze. Je remarque quand même qu'il est un peu raisonnable, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour un docteur, mais un docteur en psychologie, quoi, pas pour un chirurgien. On va voir. Ah bon. On va voir. Donc il s'installe, il se met même à penser aux articles de recherche qu'il va écrire. Logique. Par exemple, régime et ses conséquences sur les communautés religieuses. Mm-hmm. Et voilà, en fait, devenir le docteur Robert French, lui, il le dit lui-même, ça m'a donné une assurance et une confiance en moi sans limite. Bah, Max Power, quoi. C'est un peu ça. Le problème reste malheureusement le même. Hein, la faim, d'abord. Oui, une petite obsession quand même sur la bouffe. Ouais, parce que quand le simple fait de voir un cheval brouter te fait saliver, tu sais qu'il y a peut-être un problème. Mm-hmm. Mais notre Fred Robert est affecté aux vignes. Bon, bah, il peut bouffer du raisin, quoi. Et voilà. Sauf que au début, il est pas très très discret quand il bouffe du raisin. Il revient tout taché. Dis donc. Dis donc, Robert French. Voilà. Mais donc, il s'est réengagé comme moine. Ouais. Donc, il arrive avec son doctorat de psychologie et tout, et puis il fait, ouais, j'ai envie de devenir moine. C'est ça. Ok. Et assez vite, on le surprend aussi à parler régulièrement. Tout seul? Non, à parler à d'autres gens. Il se fait dénoncer par un autre mec, son pote qui bosse avec lui dans les vignes, qui dit non, mais... c'est vraiment des bâtards, les moines. Ouais, tu peux pas vraiment croire à un moine, hein, je pense. Et l'abbé va assez vite lui dire, mec, je suis désolé, tout brillant que t'es, docteur, tout brillant que vous êtes, j'ai l'impression que ça va pas le faire chez les trappistes. Allez plutôt chez les bénédictins. Ah, c'est plus facile. Bah, ils sont réputés plus intello et moins stricts. Mm-hmm. Direction l'Arkansas, donc. Oui, c'est dommage. Bon, cette fois, il se dit, il le sent à peu près, les trappistes et lui, bon, c'est fini, ça fait 3 fois qu'il essaye. Ouais, il y a quand même soit de la suite dans les idées, soit un petit côté obsessionnel, mais pourquoi retourner chez les trappistes alors que ça s'est pas bien passé les 2 premières fois? Parce qu'en fait, il est persuadé qu'il peut y arriver. Ouais, d'accord. Et qu'il vit ça vraiment comme un échec. Ouais, et plutôt que de se dire, bon, bah, j'ai merdé, c'est pas fait pour moi, non, c'est... je me suis planté, mais je peux vraiment y arriver. Donc, je réessaye. Ok. Donc, il arrive chez les bénédictins en présentant donc la lettre de recommandation de l'abbé trappiste qui est un petit peu moyenne quand même. Mais comme il a une lettre très enthousiaste aussi de recommandation du prêtre de Lawrence et du cardinal de Boston. Bah voilà, j'allais dire. Hein, plus un certificat de confirmation de Lawrence pour faire bonne figure. Tout va bien. Et puis, son idée derrière tout ça, c'est aussi de se dire que l'administration va pas aller emmerder le cardinal. Oui, pour un pauvre moine. Ouais, c'est ça, pour faire des vérifications de routine sur des lettres de recommandation. Du coup, ça passe, et en attendant qu'il soit formellement accepté pour un autre noviciat, il devient prof de sciences. Mais il a étudié la science? Bah, il a été au lycée. Il a pas fini le lycée, mais il a été au lycée. Mais prof de sciences en quelle classe? Je crois que c'est aussi en primaire. Ah oui, pour les gosses, quoi. Ouais, pour les gosses. Ah oui, il devient pas prof de sciences à Yale, quoi. Non, pas encore. Et là, mais en fait, il sent qu'il a des lacunes, donc il va vraiment se donner à fond, il va retravailler tous ses cours et vraiment, il est à fond, il fait les trucs très bien, comme d'habitude, pendant un bon mois, jusqu'à un coup de fil du bureau du cardinal à son institution, qui dit juste, vous êtes sûr, d'où revérification en profondeur. Mais French va voir l'abbé en disant, mais je croyais que vous étiez un homme de Dieu et pas un procureur. Comment vous osez douter de moi? L'abbé est suffisamment confus en se disant, ouais, il y a peut-être un problème dans les papiers, je peux peut-être pas l'accuser comme ça tout de suite, donc on va revérifier, machin. Et qu'est-ce que va faire donc notre bon Robert French? Il se barre. Il se barre. Il se barre. Il a acheté une grande malle de voyage verte qu'il a trouvée au puce et qui est en fait couvert de stickers des plus grands hôtels du monde entier. Ce qui lui donne
L'assurance. De l'assurance, et puis aussi des sujets de conversation et bien sûr, je suis passé par là. Le bouton, mais alors. Il repasse quand même par le bureau de l'abbé, hein, parce qu'il a double des clés. Pour re-remplir son stock de papier à lettres. Ben oui, ça peut servir. Et envoyer depuis le bureau des propositions de service à une vingtaine de petites institutions. Et là, il se barre dans une voiture qu'il emprunte au monastère. Bon, je te passe l'histoire de je me barre sous la neige, le forçage de barrage routier, je finis par me planter. Ah, parce qu'il y a des barrages routiers contre lui? Bah, il a volé une bagnole. Ouais, enfin, ça va, il a pas tué des... Non, mais du coup, on essaye de l'arrêter. Il finit contre un arbre et au poste. Il va quand même réussir par sortir sans plainte contre lui. Parce que les religieux disent, bon... Ça va, c'est Dieu qui nous teste. C'est ça... allez, barre-toi, on veut plus entendre parler. Et puis, on veut pas non plus de faire trop de publicité. Ça va être aussi son truc, ça. Ouais. Vous êtes sûr que vous voulez que je raconte mon histoire devant un juge? Parce qu'il y a un moment donné, quand même, où il y a un cardinal qui m'a laissé tout seul dans son bureau, quoi. Parce que vous allez avoir l'air tous ridicules, quand même, à un moment. Donc ça l'aide. Et donc, le voilà, certes, sans problème judiciaire, mais... juste avec sa malle, que 100$ en poche, hein, qu'il a pris dans le tronc du monastère en paiement de ses 4 mois d'enseignement. Normal. Tout travail mérite salaire. Il va faire un premier essai à Kansas City, où il va se rendre à l'université de la ville et leur proposer de prendre la tête du département de psychologie. Il leur donne l'après-midi pour réfléchir, en leur disant que s'il leur faut plus de temps, c'est que c'est pas le bon endroit pour lui. Bon, ça marche pas. Dommage, mais c'était couillu. Ça marche pas. Il va rebondir à Chicago chez les clercs de Saint-Viator, qui placent en fait des spécialistes dans diverses institutions catholiques. C'est un peu les RH des catholiques. T'as pas besoin d'un docteur en psychologie, bah tiens, on va t'en trouver un. Là, il leur explique vouloir se convertir au catholicisme. Ça évite de renvoyer des nouveaux papiers un peu ailleurs. Et là encore, il va impressionner tout le monde par la vitesse à laquelle il apprend le dogme catholique. Bah oui, c'est incroyable. Première surprise pour lui, il va apprendre qu'il va devoir passer par les bancs de l'université de DePaul, donc qui est une université à Chicago, qui est l'une des universités catholiques les plus exigeantes du pays. Et il doit y étudier 6 matières. Mais bon, 6 matières pour un docteur en psychologie de Stanford. Ça va. Ça va. Bon, encore une fois, lui, il va s'y mettre sérieusement. Et pour quelqu'un qui a jamais fini le lycée, il va avoir que des A dans ces 6 matières, dont l'éthique. En même temps, tu vois, c'est en l'attestant que tu c'est ça, il explique d'ailleurs comment il a pu cacher le fait qu'il n'était pas si cultivé que ça. Parce que c'est des cours qui sont très autour de la philosophie et tout ça, donc il y a beaucoup de débats. Oui, je suppose que c'est pas des maths. Et il dit, en fait, moi j'avais une très bonne astuce pour ces débats, et pour avoir l'air intelligent et cultivé, j'admettais ma défaite. Déjà, ça te donne un air raisonnable, le fait de dire, ok, je change d'avis, tu m'as convaincu. Et franchement, quand t'as battu quelqu'un dans un débat, t'as pas envie de dire qu'il est nul. Oui, t'as pas besoin de le piétiner, quoi. Voilà, parce que t'as plutôt envie de dire qu'il est bon parce que ça rend ta victoire encore plus impressionnante. À ça, tu peux ajouter qu'il va poser à toutes ces dissertations son tampon personnel, docteur French, avec la mention docteur de Stanford, et sa devise en latin, mais qui peut se traduire par être plutôt que paraître. Oui, ça le définit bien. Voilà, tout ça, ça donne du poids en fait. C'est difficile, pour un correcteur de dire non, ce mec qui raconte n'importe quoi. Mais surtout sur des trucs qui sont hyper subjectifs. Et à un moment, il fera aussi une expérience dont il sortira un peu in extremis, mais qui lui permettra d'établir d'une de ses règles. C'est que on a tendance à penser que quand tu veux t'inventer une légende, comme on dit dans les trucs d'espionnage, il faut avoir des faits très précis. Lui dit non. Parce que le jour où tu dis j'ai grandi à tel endroit et que tu te retrouves face à une personne de tel endroit, là tu te fais coincer. Donc il dit il faut jamais donner un seul fait vérifiable sur qui tu es.
Bah, ou alors, tu vois, dans le bureau des légendes, les mecs, ils apprennent le quartier d'où leur légende est censée venir, quoi. Oui, mais si tu croises quelqu'un et qu'il te dit, bah, c'est marrant, j'ai grandi là-bas et je t'ai jamais vu, ouais. C'est que ça et lui, il a failli se faire coincer à un moment comme ça. Au final, Lord de Saviator lui dit, bah écoute, tu vas être prêt à devenir prêtre. Et lui, finalement, il se dit, j'ai quand même un petit fond religieux. Est-ce que je veux vraiment devenir prêtre imposteur? Mais je crois qu'en plus, il veut devenir évêque, non? Ouais, mais là, il se dit, est-ce que je peux devenir prêtre sous le nom de Robert French, ou de frère, je sais plus comment il s'appelle, parce qu'à chaque fois, il prend un nom de frère différent quand tu rentres dans le truc. Donc, il va plutôt prendre la route direction l'ordre de Sainte-Camille, à Milwaukee, qui gère un hôpital et un institut pour philosophes et théologiens. Très bien. Nouveau noviciat, donc... Il passe son temps en cuisine, donc l'ordre de Sainte-Camille, c'est des Allemands, donc on lui demande de faire de la choucroute, et il passe son temps en cuisine, il trouve ça nul, il se barre, mais en bus. Ah, pour une fois, il a pas volé le bus. non, il n'a pas volé le bus. C'est dans le bus qu'il apprend la capitulation du Japon. Ah oui, parce qu'il est jamais parti. Ah si, il est parti quand même. Il est parti un peu en mer, mais... Finalement, il est reparti en école hospitalière. Il a 24 ans. À ce moment-là. Oh la vache, il a déjà eu 15 vies, le mec qui a 24 ans, ok. Oui, c'est pour ça, il y a beaucoup de trucs à raconter. Il a 24 ans, il est en bonne santé, la guerre est finie, mais spirituellement, c'est un peu moins le cas. Il se pose un peu des questions. Donc pour y remédier, il va faire ce qu'il y a de plus sensé. Se bat. Retourner dans l'église. Il va entendre parler d'un institut catholique qui s'appelle Gannon, en Pennsylvanie. On est au début de l'automne 45, il arrive à l'école qui est en train de chercher à créer un département de psychologie. Et donc, en tant que docteur, sur place, bah voilà, les gens se disent, mais attends, un mec aussi brillant que toi, qu'est-ce que tu fais dans un petit truc comme ça, quoi? C'est pas à ta hauteur. Et lui, il dit, je viens de me convertir, j'ai envie de devenir un bon catholique, j'ai envie de créer quelque chose à partir de zéro. Le directeur, qui s'appelle Joseph Verle, l'engage sur le champ. Là, il lui refait le coup de l'ultimatum, vous avez une après-midi pour réfléchir. Non, pas besoin. Le seul point d'achoppement porte sur le nom du poste de Marat, parce qu'il n'est pas... très enthousiaste sur le directeur du département de psychologie. Donc il va pousser et il va obtenir d'être nommé doyen de l'école de psychologie. Parce que ça en jette un peu plus. Oui, et puis être et ne pas paraître. Bah, voilà. À nouveau, plein de bonne volonté, il s'investit à fond. Et il va enseigner non seulement la psychologie générale, mais aussi la psychologie industrielle et la psychologie anormale. C'est des matières qu'il invente, ça, ou ça existe vraiment? Je sais pas trop. Et pour ça, il va se documenter, il va lire et se documenter énormément. Il bosse vraiment son truc. Oui, parce qu'il a jamais vraiment étudié la psychologie. Bon, il a lu, il lit beaucoup. Il lit beaucoup. Et il commence aussi à se faire connaître dans la ville d'Érié, où est situé le collège. Un peu notamment pour sa consommation de bière, qu'il utilise... Alors, c'est pas vraiment pour être sous, mais il a des problèmes à trouver le sommeil, donc il utilise la bière comme sédatif. Mais surtout aussi pour les idées qu'il porte et la volonté qu'il a de créer une société de pieux laïcs qui seront envoyés pour instruire la jeunesse catholique. Il récupère même de l'évêque une maison pour y installer son ordre de Saint-Marc. Ah, il crée un ordre. Ouais, il crée un ordre. Tranquille. Il va recevoir des candidatures pour son ordre qu'il accepte sans vraiment faire gaffe à qui il prend parce que son but c'est de le faire grossir. Qu'au final, on soit obligé vraiment de le reconnaître plus que comme petite initiative locale et que lui, il en devienne l'abbé. Voilà. Ah oui, donc il veut devenir abbé. Bien entendu, il gère tout ça en parfaite autonomie, sans chercher à déranger les gens qui ont sûrement d'autres choses plus importantes à penser. Bien sûr. Il va, par exemple, faire refaire aussi à grands frais son bureau. De doyen Voilà, de l'école de psychologie. Ce qui va lui provoquer un peu le début de ses ennuis. C'est-à-dire que le président de l'université, Joseph Verle, se retrouve face à une montagne de factures inexpliquées. Et quand il arrive, il voit les tapis au mur, les boiseries. Voilà, le bureau en chaîne millénaire. Il dit, attends,
Je veux dire, faut pas qu'on me prenne pour un guignol. L'explication va être rude entre les deux. Les choses semblent à un moment sur le point de s'apaiser, ils vont se rabibocher, mais il y a toujours un point de contention qui est un coffre-fort pour ces papiers. Mais c'est normal. Que les ouvriers n'ont pas encore eu le temps de monter, que Verle veut renvoyer parce qu'il dit que c'est trop cher. Et French lui dit, bah écoute, si c'est comme ça, je me casse. C'est moi le coffre-fort. C'est moi le coffre-fort. Direction, cette fois, la Californie. Avec un petit passage chez l'évêque de l'Utah pour récupérer un peu de papier en tête. Bah oui. Il reste pas longtemps en Californie. Il va ensuite à Olympia, à Washington, près de Seattle, et le collège de l'abbaye Saint-Martin. Donc, à cet endroit, il va développer 2 autres principes importants pour lui. C'est que, premièrement, dans chaque organisation, il y a des pouvoirs inutilisés qu'on peut saisir sans déranger personne. Alors, c'est peut-être pas complètement faux, mais ouais. Et ensuite, si tu veux plus de pouvoir dans une organisation, il faut aller le prendre là où personne ne l'utilise. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'empiéter sur le domaine d'autres personnes. Si tu veux pouvoir grandir de façon un peu pérenne. Mais alors, pérenne, il reste jamais plus de 2 mois au même endroit, qu'est-ce que... Mais une fois de plus, arrivé à Saint-Martin, il va épater tout le monde par ses aptitudes mentales et physiques. Il va présenter ses notes, par exemple, de l'université de DePaul. Pour, Ah oui, il y est vraiment allé à celle-là. Ouais, il est vraiment allé. Il va tenter d'éviter de faire un nouveau noviciat. Il va laisser entendre aussi, comme ça, qu'il a un doctorat de médecine. Bon, il a fait l'école hospitalière, hein, après tout. Oui, c'est vrai. Son raisonnement, c'est que les gens qui sont vraiment malades, ils le savent. Et donc, il les envoie à l'hôpital. Et les autres, ils finiront bien par guérir. Écoute, la méthode Raoult. Et rien que leur dire qu'ils parlent à un docteur, ça les aide. La méthode homéopathique. C'est ça. Donc, fidèle à sa théorie du vide de pouvoir, il va créer le Centre psychologique Saint-Martin. Où il donne des cours, il va aussi recevoir des étudiants qui ont besoin de parler. Il va explorer la ville d'Olympia, il va devenir assez vite une sorte d'ambassadeur du collège au sein de la ville, qui est contente de parler à certains moines, mais à quelqu'un qui a Oui, qui est docteur. Qui est docteur de Stanford, voilà. Il va devenir notamment proche du shérif, qui voit en lui un bon moyen de ramener l'électorat et des cathos et des nerds. Pendant ce temps-là, l'abbé de Saint-Martin va croiser celui de l'abbaye de Saint-Bède en Californie où French est passé. Et cet abbé va lui dire fais gaffe parce qu'il est un peu bizarre. Hein. À son retour, l'abbé... Bon, déjà, il se rend compte que French est devenu shérif assistant. Et moine. Que tout le monde le pense riche. D'ailleurs, c'est un autre de ses conseils. Quitte à vous faire passer pour quelqu'un... Faites-vous passer pour quelqu'un de riche. Les rares fois où où les gens m'ont mal parlé, c'est parce qu'ils pensaient que j'étais pauvre. Enfin, non, parce qu'ils savaient que j'étais pas riche. Quand un moine dit à l'abbé qu'il a vu French boire un peu trop de whisky, là, il va commencer ses investigations à DePaul et à son ancienne université. Et en attendant la réponse, il y a une autre chose qui va mettre la puce à l'oreille, c'est que le collège de Saint-Martin va faire un... Donc quand je dis collège, c'est... Université. C'est une université, mais ça n'a pas le statut officiel d'université. C'est un centre d'études tertiaire. C'est lui qui se charge du prospectus pour recruter de nouveaux élèves, et bizarrement, il y a tout le staff sauf lui. Bon, non, mais... J'ai pas besoin de ça, moi. Voilà, c'est de la vanité, j'en ai pas besoin. Tout ça pour un jour être convoqué par l'abbé. Et quand il arrive dans son bureau, il voit non seulement son pote le shérif, mais aussi 2 inconnus qui l'accueillent calmement en lui disant « Bonjour Ferdinand ». Alors qu'il est censé être Henry French. Robert French. Robert French. Voilà, le FBI. Il est recherché pour désertion en temps de guerre, ce qui est passible de peine de mort. Ah oui. C'est violent quand même. Et je te propose qu'on s'arrête là. Ah, cliffhanger. Oh là là. Ah, D'accord. Et parce que ça fait longtemps que je parle et on est que... Bah là, il a 25 ans. Ouais, c'est ouf. C'est un peu arrête-moi si tu peux, quoi. C'est un peu arrête-moi si tu peux. En fait, c'est l'inspiration pour la série Le Caméléon. Ah, ok. Aussi.
Mais on parlera d'autres exploits encore plus extraordinaires de Mara la prochaine fois. Après ce cliffhanger de ouf, là, tu me frustres. Et il te reste à attendre 2 semaines. Et en attendant, écoute d'autres podcasts. Oui. D'autres podcasts du label Podcut. Et puis, si ça te plaît, tu peux, comme tout le monde, partager ton avis sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, laisser des étoiles et participer au Patreon du label. Tu vois, moi, je suis comme Robert French, j'ai même pas noté notre propre podcast. Moi non plus. La vanité, pas pour nous. À la prochaine fois. On se retrouve la prochaine fois.